Et bonjour tout le monde, c'est un ATG Express numéro 5, si je ne m'abuse, parce qu'on en a fait 4 autres. Vous n'avez pas entendu parler de nous depuis très longtemps et c'est bien dommage. Donc de retour au premier plan pour parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui concerne notre ami Post Carbone. Bonjour Posty. Salut. Et on est avec Nico, le roi des objets. Yes, salut. Ça tombe bien. Ça a été une étiquette maintenant, Nico. Le roi des objets. L'expert. Voilà. L'expert des objets. Et notre podcasteur, j'aime bien l'expression. Notre podcasteur. C'est bourré de jeux de mots et de calembours aujourd'hui. Et nous n'avons pas Lucie, malheureusement, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'elle passe le permis de conduire. Donc je pense très fort à elle. Ouais. Et aux autres. Et aux autres. C'est ça. Et aux piétons. Surtout. C'est ça. Donc, nous sommes en mars 2020, c'est ça ? Et ouais, ça passe vite. Ça passe vite, le temps passe très vite et nous enregistrons ce podcast car Post Carbone, depuis déjà un petit moment, et nous en avait déjà plus ou moins parlé dans la TG100 et puis sur d'autres supports, se lance dans un projet personnel. Ouais. Une entreprise pas simple puisque c'est à mi-chemin entre l'innovation technologique et l'artisanat. C'est pas faux. Et puis aussi l'open source, le participatif. Tout ce qui t'a toujours plu d'ailleurs. C'est vrai. J'aime bien partager. Et d'ailleurs, c'est vrai que depuis qu'on fait du podcast ensemble depuis maintenant plus de 10 ans, j'adore expliquer les choses et c'est déjà l'expliquer quelque chose, c'est déjà un premier partage. Ça veut déjà dire allez voir, allez vous renseigner. Oui. Et c'était sans doute une première marche inconsciente vers ce projet. Totalement. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui pendant cette petite émission d'ATG Express, juste pour vous dire que l'ATG n'est pas mort. Il est juste en stand-by parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a tous des emplois du temps extrêmement chargés, que moi je me suis lancé dans le développement d'un podcast qui s'appelle Total Tracks. Vous avez peut-être vu passer ça sur la musique de film avec Rafik Djoumi et Olivier Desbrosses et ça demande pas mal de taf, mais c'est vrai que c'est bien, ça marche bien aussi, les gens ont l'air d'être contents. Voilà, et que donc pour l'instant l'ATG étant aussi lié souvent aux invités que l'on reçoit et dont on parle des projets ou des créations, c'est difficile de trouver du temps, hein, Nico, tu sais ça, parce que tu essayes de m'en fournir de temps en temps. Oui, mais il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Exactement. Donc il y aura normalement. Il y a des invités à venir, donc ne vous inquiétez pas, l'ATG ne disparaît pas, c'est juste qu'on a moins de possibilités d'en produire en ce moment. Et qu'on est moins disponible. C'est les aléas de la période, mais je compte bien m'y remettre sérieusement. Donc aujourd'hui, première pierre avec cet épisode consacré à Postikits, qui est le nom de ton entreprise. Voilà. Une entreprise que tu as voulu créer dans une philosophie bien particulière. Alors voilà. Avant de parler effectivement du premier kit Posty, qui est la Postylite et qui est actuellement sur Kickstarter, j'avais envie d'abord avant de parler d'un cas précis qui est le premier kit et qui est très important, mais c'est de parler finalement de la philosophie de Postikits. Alors, à la base, il y a un livre important que j'ai dû citer quelques fois, un livre du Pierre Bellemare de l'économie américaine qui s'appelle Jeremy Rifkin. Alors Jeremy Rifkin, il avait fait un premier bouquin qui avait bien marché, sur ce qu'il avait appelé les communaux collaboratifs. Alors c'est quoi ce nom barbare ? Donc, communiste. Eh bien, c'est pas compliqué. Quand l'impression 3D a commencé à marcher, donc évidemment, d'ailleurs, pour information, l'impression 3D, avant qu'elle soit récupérée par toutes ces startups et ces entreprises qui maintenant nous vendent des magnifiques imprimantes toutes faites, ça a été à l'époque une innovation qui est venue des makers et de l'open source. C'est-à-dire que le G-code, c'est un truc ouvert, les slicers comme Cura, à la base, c'est open source, et les moteurs PAP... Tu m'as perdu, là, Post Carbone. Je ne connais pas tous ces noms barbares, mais par contre, je connais des makers. On connaît Babozor, par exemple. Par exemple. Et donc, en gros, pour faire simple, les premiers à avoir fait dans leur cuisine des imprimantes 3D qui est finalement juste une buse chauffante qui est capable de déplacer et de positionner correctement du plastique fondu au bon endroit, c'était les makers. Et dans cette foulée, un gars qui est assez visionnaire mais qui n'est pas ingénieur, c'est Jeremy Rifkin, il s'est mis à écrire, il a dit « Mais attendez, si on commence dans sa cuisine, dans son garage, dans sa salle de bain à pouvoir imprimer en 3D des trucs, il va se passer un changement de paradigme
qui est qu'au lieu d'avoir besoin d'énormes fonds pour faire des produits, on va commencer à avoir des gens, donc c'est pour ça qu'il appelle ça des communaux collaboratifs, qui vont mettre en place ces machines ensemble, et c'est ce qui s'est passé avec les imprimantes 3D, et qui vont se mettre aussi à collaborer, parce que le problème, c'est que quand on veut sortir un produit à peu près correct, il faut être bon en logiciel, il faut être bon en CAO, il faut être bon en production de matériel. Et il a dit, on va voir l'avènement de petits processeurs industriels locaux qui vont être un petit peu justement financés et possédés pour une fois, pas par le grand capital, mais par des gens qui aiment localement faire des petits garages, des petits trucs. Simplement, lui, comme il n'est pas ingénieur et pas technicien, il a eu la vision que ça allait être l'impression 3D, la solution. Or, je vous rappelle, à la date d'aujourd'hui, parce que c'est une technique qui va beaucoup s'améliorer, notamment moi, je suis beaucoup la synthèse additive métal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les constructeurs, par exemple, dans l'automobile ou dans l'aéronautique, sont en train de nous faire des pièces d'avion ou des pièces de bagnole qui sont issues de la synthèse additive métallique. Donc tu veux dire des imprimantes 3D mais qui forgent du métal. Voilà. Nous avons aussi la stéréolithographie qui a fait un bond parce que récemment Texas Instruments a vendu les DLP parce que c'est un tout petit marché le projecteur DLP, puis en plus maintenant c'est très concurrencé par les grands écrans OLED et LCD. Pépé Garcia en parle 10 000 fois mieux que moi. C'est vrai. Et donc ils ont baissé, si tu veux, le prix d'une matrice DLP. Pourquoi ? Pour qu'on fasse des petites imprimantes à 300 balles capable si tu veux, la stéréolithographie, c'est un produit chimique et c'est l'image DLP qui est réfléchie, c'est un laser qui vient former une image sur chaque slice, chaque couche, et au lieu d'avoir un XY avec des moteurs pas à pas, tu as toute la pièce qui est formée sur l'ensemble de sa surface. Et ça remonte petit à petit par couche. Et d'un point de vue précision, c'est magnifique parce que comme on est à des matrices Full HD, voire 4K, tu commences à avoir les fous de la figurine qui commencent à s'imprimer, le Seigneur des Anneaux et toutes les figurines qui vont bien, et c'est pour ça que d'où la réussite de plein de Kickstarter en jeux de société, parce qu'on peut faire de la figurine à pas cher sans faire de moule. Alors, parce que c'est ça qui coûte cher, voilà. c'est les moules. Alors, donc, j'en suis encore à Jérémy Rifkin, excusez-moi. Il a son dernier bouquin, ça s'appelle L'économie du coût marginal zéro. Alors, c'est quoi ce truc-là ? Et après, je vous explique comment je suis parti de ce bouquin et après, moi, comment j'ai beaucoup dérivé par rapport à ça. Donc, l'économie du coût marginal zéro, c'est qu'il raconte une autre chose. C'est que, et c'est exactement ce qui se passe dans la Postilight, c'est que quand on est suffisamment smart, quand on partage du code, quand on est open source, quand on bénéficie de librairies, c'est passionnant tout ça, parce que par exemple dans la Postilight, j'ai pas écrit tout moi-même. Le fait d'utiliser un Arduino et un ESP32, ça fait que ça ouvre un horizon de folie. Tiens, le bar graph audio, je va pas trop vite à nous je vais rien écrire tous les trucs. En fait, pour vous expliquer simplement que certaines fonctionnalités m'ont pris quelques jours à écrire. Donc dans la marge du produit, qui t'aurait pris énormément plus de temps si tu avais tout développé toi-même. Si on avait été par exemple, prenons le cas du Google Home Mini, tu vois, c'est le produit de Google où ils sont 200 ingénieurs. Comme ils sont obsédés par un truc qui s'appelle la Bill of Material, c'est-à-dire en gros avoir des microcontrôleurs qui sont fermés, qui sont des trucs qui coûtent 20 centimes du coup, mais alors ils sont 200. Ce qui fait que dans leur marge après, pour amortir un Google Home Mini, il faut qu'ils en vendent des millions. Du coup, investisseurs, masse production et catastrophe, plasturgie plastique. Et donc, on en arrive aux requins qui bouffent du plastique, aux dauphins qui meurent, aux albatros qui en ont dans leur carcasse. On n'oublie pas les tortues. Donc, qui sniffent avec des pailles. C'est pour ça que le projet Posty, c'est un manifeste pour ne pas en arriver à la production de masse avec de la plasturgie par injection, qui est la plus grosse merde qu'on ait sorti sur Terre. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bouffe ? C'est l'ordre 1, on en revient toujours à ça, les produits pétroliers, et puis après toute la chimie du plastique, et donc on pourrait... C'est pour ça que nos amis de chez Apple font du métal, de l'aluminium mais l'aluminium, bref. C'est pas mieux, en fait. Alors, voilà. Simplement, où il s'est trompé, Rifkin, c'est qu'à la base, il n'a pensé que par l'impression 3D. Or, aujourd'hui, l'impression 3D, voilà les défauts. Il y a des défauts d'aspect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je déteste un objet, je vais être honnête, un objet fait avec du filament PLA ou ABS qui se retrouve comme ça dans un séjour, moi, ça me fait gerber. D'abord, ça exprime un truc en plastique. Encore. Alors, en plus, les mecs te disent, ouais, mais on a sourcé du fil basé sur de l'amidon de maïs.
Mais alors, je rappelle, parce que quand on commence à lire un peu de bouquins un peu environnementaux, il n'y a rien de pire que le faux plastique en maïs, parce que c'est des pesticides, c'est de la flotte. Le maïs, c'est le machin qui pompe le plus dans les nappes phréatiques. Donc les mecs, c'est une fausse solution, le plastique de maïs. Tu veux dire que quand on va à son supermarché, les sacs en plastique tirés justement de l'amidon de maïs qu'on trouve partout maintenant, qui ont remplacé le vrai plastique, c'est pas mieux. Oui, voilà. Par contre, ils se délitent dans la nature. Oui, alors c'est vrai que tu peux les mettre au compost, par exemple. Non, mais ça n'a pas de problème. Mais je vous rappelle que ça va en concurrence alimentaire, donc ça fait monter le prix du maïs alimentaire et ça empêche les pays en voie de développement de se nourrir correctement. Les biocarburants qu'on devrait appeler des nécrocarburants utilisent à mort justement les oléagineux et donc ça fait si tu veux ça réserve alors des les surfaces... biocarburants, moi qui ai bien discuté souvent avec nos amis de chez FlexFuel qui ont équipé ma voiture d'un boîtier E85. Ils te disent aussi que l'intérêt du biocarburant, c'est que de la production, c'est que d'abord c'est local au niveau et que la pulpe qui résulte du pressage de la betterave, c'est pas faux. Elle est réutilisée pour d'autres choses. Oui, il y a des produits dérivés. Voilà. Tu vois, les animaux. C'est quand même un cercle qui a l'air. Bon, alors je dirais pas vertueux, mais beaucoup moins dramatique que celui du pur pétrole. Sans doute, et il faudrait nuancer et être mieux informé. Moi, je suis pas allé voir suffisamment précisément. Mais Nico, toi qui es un défenseur du grand capital et des entreprises, c'est sympa de me présenter comme ça va aider ma popularité, c'est bien. Et qui défend des entreprises qui nous détruisent petit à petit. Pas du tout. Non, cela dit, tu sais, petite parenthèse, mais c'est des questions. Nous, on est une toute petite structure, donc c'est des questions qu'on s'est vraiment posées avec mon associé Vincent, que tu connais bien. Oui. Savoir. Alors vous faites du marketing pour les grandes boîtes, généralement. Tout à fait, mais on s'est donné si on peut dire le luxe. On a été choisi, mais on a choisi aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment un écosystème de clients qui, alors. Comme tu disais, Posty, après, il y a toujours rien n'est parfait. On est dans une phase où, sur un temps court, on cherche des solutions, on adapte, voilà. Maintenant, aujourd'hui, nos clients sont quand même des clients qui ont une vraie politique de responsabilité. Alors, j'essaye de mettre de côté tout ce qu'on appelle le greenwashing, tout ce qui peut donner une belle image parce qu'on dit qu'on est responsable, équitable, etc., mais d'aller vraiment dans des faits concrets. Moi, je peux vous dire que dans les backstage, ne serait-ce que la manière dont les agences comme nous sont sélectionnées par nos clients, alors ça, c'est assez pénible pour nous, petite structure, parce que c'est une masse de travail supplémentaire, mais on va nous imposer un certain cahier des charges. Alors, on travaille avec des marques étrangères, donc souvent... Vous ne travaillez pas avec Dupont, par exemple? Non, mais... c'est de la chimie et qui nous pollue avec son téflon. On ne travaille pas avec Dupont, mais par exemple, on a des clients qui vont nous demander de respecter certains quotas dans leur chiffre d'affaires. Ils vont nous dire, voilà, nous, on va vous donner un certain chiffre d'affaires de mission sur l'année. On tient, parce que... il y a un pourcentage de temps qui soit consacré à ceci, à cela, effectivement, des fournisseurs sous-traitants pour nous éco-responsables, à des minorités. Donc voilà, il y a quand même ce genre de pratique maintenant. Alors, excusez-moi, je voudrais revenir à mon raisonnement. Bien sûr. Parce que on a dérivé. Je vous ai juste, excuse-moi. C'est pas notre genre pourtant. Pas de souci, mais simplement je voudrais juste pour que ça soit cohérent et en finir sur cette histoire d'impression 3D. Oui. Donc l'aspect n'est pas bon en impression 3D. Le coût du plastique fondu, qu'il soit ou pas correctement sourcé, c'est un peu mieux effectivement si c'est du fil qui vient du maïs, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et d'autre part, la synthèse additive a ce problème qu'il y a un temps pour la moindre pièce. Par exemple, imaginons qu'on veuille faire en synthèse additive ce casque audio en plastique. Que les gens ne voient pas, mais que tu tiens dans ta main. Et bien ça, c'est plusieurs heures par objet. Et donc, à la fin, tu te retrouves avec une espèce des milliers d'étagères, avec des milliers d'imprimantes. Il y en a qui ont fait ça. J'ai un copain à Toulouse, il a monté une petite usine qui possède des milliers d'imprimantes 3D. Tiens, par exemple, Besson, on en parlait encore sur Valérian, il a fait appel à des mecs comme ça parce qu'il voulait en panique avoir les accessoires, très vite, les costumes, etc. Et plein d'accessoires. Il a fait tout ça en impression 3D. Et les mecs les mecs ont été hyper réactifs. En une semaine, il avait l'ensemble des accessoires que les costumiers ont pu utiliser. Que j'ai vu, et c'est très impressionnant. Et c'est très impressionnant. Et donc ça, c'est marrant ce que tu racontes, Posty, parce que sur les imprimantes 3D en batterie, tu sais à quoi ça me fait penser? Non. À l'époque où on dupliquait les cassettes VHS bien sûr. avec des centaines de magnétoscopes alignés
parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Absolument. Il n'y avait pas que de réenregistrer. Une lecture. Alors maintenant, voilà aujourd'hui comment je lance Posty. Il n'y a pas d'imprimante 3D chez Posty. C'est pas mon truc. J'ai expliqué pourquoi. En revanche, voilà ce que les gens ne savent pas. Et je pense que beaucoup de gens vont apprendre quelque chose maintenant. Ce qui s'est passé, et là on est à fond dans ce que dit Jérémy Rifkin, il y a eu partage. Et je vais essayer de vous expliquer de façon simple. Les fabricants de machines-outils qui ne sont pas imprimantes 3D, donc moi j'utilise 2 types de machines-outils. Il y en a plein d'autres, mais ce sont ces 2-là avec lesquels je démarre les Posty-kits. Il y a d'abord une CNC laser. Alors CNC, ça veut dire ça veut dire machine à commande numérique. Hein. Donc je le définis parce qu'après je vais beaucoup dire CNC. Donc il y a les CNC laser, il faut imaginer, c'est comme imaginez un tube avec un tout petit rayon laser mais très puissant qui fait 250 watts, qui se balade en XY au-dessus par exemple d'une plaque de plexi, parce que dans le cas de la Posti-Lite, j'ai besoin d'avoir juste 2 surfaces qui protègent évidemment les LED de l'humidité et puis qui évitent aux enfants de mettre les doigts dans la lampe. Donc les 2 plaques, elles sont dans ce qu'on appelle du PMMA, hein, c'est une sorte de plexiglas, et ça c'est usiné laser. Et pourquoi, c'est ça que les gens ne savent pas, pourquoi ce mode de fabrication de ces machines-outils a énormément baissé en prix, tenez-vous bien, c'est parce que notamment les Asiatiques qui sont malins comme tout, se sont mis à utiliser les logiciels open source, les firmware open source qui provenaient de ces makers qui ont fait leurs imprimantes 3D, et ils se sont mis à les intégrer dans des machines d'1 tonne. Simplement la différence, c'est que les moteurs pas à pas sont énormes, ils sont gros comme ça, ils font 20 cm de côté, au lieu que ce soit une petite imprimante que tu as dans ta cuisine avec des petits moteurs qui font 2 cm de côté. Mais c'est les mêmes softs dedans, et donc on va retrouver le truc qui génère le G-code, les interpréteurs, les Arduino, etc. dans ces machines. Et donc ça a 2 avantages pour moi. Une baisse du prix de la machine et une possibilité de maintenance que du coup moi je sais faire, puisque je suis un maker, que je me suis amusé à monter moi-même pour comprendre comment marchaient ces imprimantes 3D, et du coup j'applique ce savoir-faire dans le domaine de la machine-outil professionnelle. Et donc la deuxième CNC que j'ai, et là j'en viens vraiment à la différence avec l'impression 3D, c'est que moi je travaille par extrusion. Donc la synthèse additive, c'est lorsque tu as un fil chauffant qui fait des slices, donc qui est en train de monter couche par couche, et chaque couche faisant, 100 dpi, donc ça fait des milliers de couches par centimètre. L'extrusion, c'est qu'en fait, tu as soit un laser qui vient te découper, c'est de la découpe en fait, et la CNC, c'est tout simplement une fraiseuse à commande numérique, et donc là, tu peux commencer à mettre des plaques de bois, si tu veux, elles peuvent faire 10 cm d'épaisseur, hein, tout dépend de la taille de la fraise. Il va aller creuser dedans. Et ça va creuser dedans. L'exemple étant que les gens ont pu voir dans le logo Agence 2Geeks. Oui, que tu as fait avec ta CNC. On était ensemble à Etretat, et t'as vu, au petit-déj, je t'ai dit, tiens, je vais te faire Agence 2Geeks vite fait. Et je t'ai donné mon logo sous Illustrator, qui est donc vectorisé. Et tu as vu qu'une heure après, je t'ai sorti cette plaque. Et donc ça a 2 avantages. C'est d'utiliser au maximum du bois. Donc pourquoi le bois c'est important? Alors évidemment quand c'est issu de forêts correctement gérées, c'est parce que le bois quand il s'est développé, il a capté le CO2. Et même si tu le brûles demain, c'est neutre. Parce qu'en fait, le CO2 que va régénérer dans une usine de retraitement, le fait qu'il crame le bois, eh bien, ça va simplement relibérer le CO2 qui avait été absorbé par la plante. Et c'est ça la différence avec les produits plastiques. C'est qu'un Google Home Mini, quand tu le fous à la benne, eh bien, tu crames du pétrole qui n'a pas absorbé le CO2 à la base. Et donc là, l'intérêt de travailler, c'est pour ça que la plupart des kits que je vais faire vont utiliser au maximum du bois. Et pourquoi? Parce que, alors évidemment, moi, je prêche pour que les gens améliorent les trucs, ne les jettent jamais. C'est mieux, c'est encore mieux. Si tu gardes toute ta vie, pendant 50 ans, des trucs en bois, alors là, tu es mieux que neutre en CO2. Mais même si tu es un consommateur qui, au bout d'un mois, dit « la Posti-Lite, ça me fait suer, allez, je la jette », eh bien, le bilan carbone du truc sera moins emmerdant que le bilan carbone d'un mec qui aurait fait une lampe en mass prod tout en plastique. Voilà. Et d'autre part, alors c'est pas parfait, pour l'instant Posty n'a que 2 grosses machines-outils d'1 tonne, j'ai un temps d'usinage qui est quand même nettement plus rapide que par donc synthèse additive, mais qui reste quand même assez long,
parce que justement, le fait que j'utilise des machines-outils qui ne sont pas des machines hyper haut de gamme, ça veut dire que la fraiseuse, elle n'a pas une vitesse de rotation qui fait qu'elle peut aller super vite. Donc évidemment, je suis moins bien qu'IKEA, en fait, pour faire. Mais IKEA, ils ont une trésorerie en milliards. Donc évidemment, ils peuvent s'acheter le dernier cri, notamment de machines allemandes, parce que vous savez que la Chine de l'Europe, c'est l'Allemagne, qui notamment exporte dans le monde entier des machines-outils hyper haut de gamme. Moi, j'ai pas la trésorerie pour m'acheter des CNC à 100 000 €. Parce que c'est ça le truc. C'est que d'un côté, moi, soit on utilise des machines-outils à 5 000 asiatiques basées sur le partage, soit on utilise par exemple des machines qui sont compatibles CATIA d'Assaut Systèmes, et donc on va payer les drivers CATIA, on va devoir payer des maintenances chaque année, et puis quand on a un problème, on appelle la hotline de l'industriel autrichien ou allemand ou suisse, et ça a un coût. La plupart de ces machines aussi s'auto-calibrent, c'est-à-dire qu'en fait tu as un bouton auto-calibration, et ça, le truc se démerde, il a des capteurs de partout, des caméras, des trucs, et effectivement ça se paye. Moi je calibre à la main mes trucs. C'est la différence entre l'artisanal et l'industriel. C'est exactement ça. N'empêche, et c'est là où on en arrive au manifeste Posti, il est aujourd'hui possible, quand on est motivé, on peut avoir un résultat, parce que la Posti-Light, le résultat est le même que finalement des machines à 100 000 €. Simplement, il y a eu plus de travail, c'est plus artisanal, je recalibre mes machines. Quand j'ai un problème de laser, il faut comprendre le chemin optique, régler à la main des petits miroirs. Ça me rappelle mes TP quand j'étais en prépa. C'est super marrant, ceci dit. Mais alors que la machine autrichienne, on appuie sur un bouton, les miroirs vibrent, ils se nettoient tout seuls. Là, il y a le truc. Schwarzenegger. C'est comme ça, c'est la vie. Mais, et donc... Il se calibre tout seul. Avant de vous parler de la Posti-Light, parce que je vais y venir... Le truc, en tout cas, c'est que la prédiction de Jérémy Rifkin, elle se produit, mais pas comme il avait dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur des machines professionnelles dont le prix est abordable. Voilà, c'est ça la conclusion, et ça, peu de gens le savent, pour faire notamment de l'extrusion et non pas de la synthèse additive. Cette opinion-là, elle peut changer, parce que dans 4 ans, je vous parlais des machines, notamment les machines qui commencent à faire avec les micro-miroirs de Texas, des tas de pièces aussi. Alors, c'est de la stéréolithographie, c'est du plastique. Je suis moins attiré, mais il faut bien reconnaître que aussi c'est en train de progresser beaucoup dans le métal. Comme je disais, les constructeurs automobiles, les réacteurs d'avion commencent à avoir des ailettes qui sont imprimées 3D. C'est forcément un truc que je vais regarder. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut déjà faire des magnifiques kits avec des machines qui sont abordables dans une trésorerie qui est financée on va dire, en home office, quoi. C'est ça et voilà, c'est ça qui a changé et qui me passionne. Alors, il y a un deuxième manifeste dans Posti. Donc ça, c'était le manifeste, on va dire, productif. Et puis, la relocalisation. La Normandie... Alors là-dessus, est-ce que déjà, Nico, tu as des questions sur cette partie-là? Parce que oui, pardon. Vas-y doucement quand même. Excusez-moi, je suis tellement passionné. Plus une remarque, moi, c'est ce que tu disais par rapport au fait d'avoir toute une bibliothèque à disposition, au-delà du matériel et du hardware. Ça m'évoque, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça remonte, mais on avait rencontré dans une Geeksoin une personne qui faisait des bras. Un robot en open source, non? Non, il y avait le robot, ça effectivement, mais il y avait aussi quelqu'un qui faisait un bras pour des prothèses, et notamment pour les enfants qui ont eu un bras amputé dans les pays. Ça avait fait pas mal parler de lui parce que c'était une très belle action. Je parle de ça parce qu'en fait, cette personne, et je ne sais pas si on l'avait évoqué à cette époque-là, mais c'était un sculpteur et pas du tout un ingénieur. Et comme tu le disais, cette personne avait fait appel à tout un réseau de gens compétents qui lui ont dit, écoute, occupe-toi de ce que tu sais faire, c'est-à-dire de sculpter un bras, une main, voilà, parce que ça, c'était tout à fait dans ses moyens. Et puis ensuite, pour la partie un peu plus électronique, le savoir-faire, tout ce qu'il faut pour faire ce type de bras, il a été accompagné. Et alors, je ne sais plus le nom, je crois qu'il y avait Move dans le nom de cette société. Ce projet est allé au bout et a rendu un service incroyable à des tas de gens, puisque ce bras étant open source, chacun pouvait faire son bras, je dirais, avec ses moyens dans son pays. Et récemment, c'est tout récent, il y a quelques mois, moi j'ai vu un reportage à la télé, je crois que c'était sur Arte. Et ben c'est des makers qui bénévolement offrent des prothèses à des enfants, par exemple, qui ont juste un moignon. Et qui, si tu veux, sur le budget sécurité sociale, ils ont une prothèse plutôt bas de gamme. Et là, ils retrouvent une prothèse vraiment haut de gamme. Du coup, c'est fabuleux. Haut de gamme. Et alors, ma question peut-être, c'est est-ce que, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu imagines que dans le futur, des foyers autres que des makers soient équipés de machines, comme on a une machine à laver ou un lave-linge ou je ne sais pas quoi, qu'on ait... Ah bah tiens, voilà.
justement, j'en arrive donc à cette espèce de manifeste POSTI, c'est de dire, c'est pas seulement... Alors, moi, il se trouve que dans mon parcours d'entrepreneur et d'ingénieur, j'ai été beaucoup, notamment avec l'aventure Hippone, où on a fait des plateaux de jeux connectés. Ouais, c'est vrai. Pour X raisons, j'ai un background, on va dire, en objets connectés, en tracking, en lumière, en LED, etc. Et puis évidemment en images de synthèse. Ça date pas que d'Hippone, hein, même de tes projets précédents. Absolument. Et donc, moi, il se trouve que j'ai un background qui fait que je vais sortir des kits qui me plaisent et qui correspondent à mon background. Mais ce que je raconte... un niveau de compétence aussi. Oui, mais ce que je raconte, ce qui est génial, et ça, j'en ai parlé plusieurs fois à la TG, notamment quand on avait reçu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le gars qui faisait des espèces de petits sachets de Nutella bio. Comment s'appelait-il voilà, on retrouvera. Nico, c'est pas une... Non, c'est Blanco. Oui, Mathieu Blanco, ça me revient. Et en fait... Tartinade. Ouais, voilà. Et en fait, lui, pareil, dans sa cuisine, il s'est aperçu qu'il pouvait finalement produire, alors pas en millions d'unités comme le ferait Nestlé, mais en centaines, voire en milliers de sachets. Et alors voilà, et j'en arrive à un truc qui est marrant, c'est qu'il existe toujours. Hein. C'est qu'il n'y a pas que mon domaine d'expertise qui est touché. C'est qu'en fait, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir des transnationales d'agroalimentaire, par exemple. Ça, c'est un autre exemple, l'agroalimentaire. On pourrait prendre d'exemple dans l'énergie. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un mec dans la Garonne, il a mis une hydrolienne pour rigoler. C'est un ancien d'Alstom. Il avait dans son placard, il avait une vieille hydrolienne. Il s'est dit, tiens, je vais la foutre dans la Garonne. Et puis, il s'est aperçu qu'il pouvait alimenter 300 pavillons avec, tu vois, et simplement parce que le mec, il a truandé le compteur à un moment. Et puis, mais alors, pour pas avoir de procès avec EDF, il l'a laissé activer une semaine. Mais pendant une semaine, les mecs étaient en énergie positive par rapport au réseau. Parce que la production d'énergie, c'est un monopole. Et voilà, il n'a pas voulu avoir de problème. Mais il a juste dit, regardez, si on veut, si on est motivé, on peut décentraliser la production énergétique. Les panneaux solaires ne faisant que des progrès tous les ans en rendement, on va commencer à voir. Moi, ce que je rêve, c'est que mes enfants s'installent plus tard dans un système décentralisé où ils seraient des espèces de petits artisans locaux et aimés par la population parce que soit ils font de la bouffe, soit ils font de alors là, tu parles d'artisans locaux, mais la question que je me posais, c'est alors c'est peut-être totalement de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer que demain, tu as une espèce de, entre guillemets, de Spotify de l'objet où chaque personne, indépendamment, puisse dire « Ah bah tiens, là, il me faudrait un pied de lampe ou un machin. » Absolument. Et on a la petite machine qui va bien, le truc qui permet de créer cette chose-là. Il y a une plateforme qui est incroyable, qui s'appelle Thingiverse. Donc Thingiverse, c'est à partir du moment... C'est vraiment des malins. Quand sont arrivés les imprimantes 3D, ils se sont dit, bah, finalement, la prod n'est plus un problème. On a toujours un copain où il n'y a plus qu'à lui amener une clé, on la fout dans son imprimante et on fait go. Et donc, en fait, ils se sont dit, mais alors finalement, le problème, c'est plutôt d'avoir une sorte de moteur de recherche à la Google, où quand je tape, par exemple, poignée de porte, et tu vas sur Thingiverse ce soir, tu tapes poignée de porte, et tu as l'ensemble des poignées de porte du monde entier en 3D. Et alors de marques, enfin, les mecs ils en ont rien à foutre de rien, donc c'est deux marques Decathlon, Castorama, le Roi Merlin et le dark web. Alors, c'est ça, tu vois maintenant, Nico. Je pense les pauvres profilers qui essayent de faire le profil de Posti, tu vois, d'après ses recherches. Pour l'instant, ça fait rire parce que tu te fais des poignées de porte en PLA, donc c'est laid. Mais ils préparent le terrain parce que quand les imprimantes métal vont arriver et que tu vas avoir un aspect chromé, ça va pas rigoler parce que tu vas te dire parce que si t'as un gamin de 5 ans qui saute sur ta poignée de porte en PLA là, ça va pas tenir longtemps. Et alors par exemple, tu vois, c'est rigolo, tu tapes aujourd'hui ce que tu veux. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple, j'en ai ras-le-bol. Ça faisait 2 fois que j'ai chez moi, tu vois, une plaque de douche en rotation au-dessus de ma baignoire. Il y a une putain de pièce en ABS qui pète tous les ans. Et à un moment donné, chez Leroy Merlin, au bout de 2 ans, ils m'ont dit, bah attendez, on la gère plus elle est plus gérée. Je suis allé sur Thingiverse, je l'ai trouvé, je l'ai imprimé. Et du coup, je me suis pas racheté une plaque en verre qui coûte 300 € à cause du petit machin cassé. Maintenant, il y a un truc blanc. Ma femme ne sait même pas que c'est moi qui l'ai remplacé. Et j'ai économisé le prix. Caché j'ai économisé le prix de l'imprimante 3D. Et attends, l'alliance. Comment dire, en pardouche de haut de gamme. Tu vois, mais c'est vrai que souvent, la vie d'un couple peut être peut tenir sur une petite pièce bien sûr. Et une imprimante 3D. Et maintenant, ce que je veux raconter, c'est que par exemple, les machines que moi j'utilise qui sont dans mon domaine,
tu vas avoir dans l'agroalimentaire le même genre. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple, et c'est pour ça que c'est un manifeste POSTI, limite manifeste du Parti communiste ou NPA. Mais pourquoi? Parce que par exemple, tu vas avoir dans l'agroalimentaire... Chez les makers, on le surnomme POSTI le rouge. Regarde, quand tu prends les centrales d'achat des grandes surfaces, comment elles sont... C'est honteux, quoi. Comment elles mettent plus bactère, le pauvre gars qui va vendre sa tonne de patates en centimes d'euros, quoi. Merde. Et qui à la fin... Je ne travaille pas pour ces centrales. Et qui à la fin du mois, soit se suicide, soit c'est payé genre 500 balles. Voilà. Alors que le mec, il bosse 20 heures par jour. Moi, j'ai un agriculteur à côté de chez moi. Le dimanche, quand la météo l'oblige, il est jusqu'à minuit. Notamment à partir du printemps et jusqu'en septembre, je le vois bosser jusqu'à minuit le dimanche. Et en fait... Donc ces mecs-là, ils vont aux centrales d'achat. Les mecs leur disent ouais, c'est combien ta tonne? C'est 4 euros ou 5 euros la tonne? Alors il y en a marre. Et donc l'intérêt, c'est que, mais ça me concerne pas, mais c'est que tu peux trouver le même genre de machines issues du partage qui vont te faire des sachets de riz, de pâtes, de machin à partir. Parce que le problème de l'agriculteur de base, c'est qu'il n'a que la denrée, il n'a que la betterave brute ou les pommes de terre brutes. Et la vraie valeur, c'est quand tu fais des chips ou des pâtes, c'est quand Panzani ou bien Flodor fait des chips ou bien Panzani fait des pâtes. Et donc, ce que je suis en train de raconter, et j'espère que ça va être mis en œuvre, c'est que tu peux avoir un couple de jeunes dans les 10 prochaines années qui vont relocaliser de la production. Alors, je dis pas qu'ils vont faire des millions de paquets de pâtes. Non, mais c'est ça, c'est une autre approche. Mais c'est une autre approche. Et notamment, tu vois, la vente en vrac aujourd'hui, où tu n'as plus besoin d'emballer et d'imprimer, parce que le toluen dans les encres des Panzani, il y en a ras-le-bol. En fait, il faut arrêter ces conneries. Et donc, aujourd'hui, les gens, commencent à être prêts à acheter en vrac. Donc, ça veut dire que les mecs, ils amènent leur sac en carton, et ils prennent 500 grammes de pâtes, 500 grammes de riz. Et ben ça, ce que je peux dire, ce que je pense, c'est que ça peut être processé sans passer par Nestlé, le truc qui fait de l'huile de palme et des machins et trucs. Voilà, il y en a marre. La distribution, en volume, implique aussi de la conservation, parce que ça va de pair. Donc plus tu es effectivement au circuit court, et plus tu peux limiter ce type de produit aussi. Et donc voilà, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on a mis des conservateurs dans toute cette bouffe industrielle. C'est parce qu'effectivement, dès que tu commences à dépasser des volumes hallucinants, tu as besoin d'augmenter les durées de conservation. Ah oui. Et donc, effectivement, bien sûr. Et donc en gros, pour faire court, il va y avoir des cosmétiques, il va y avoir de la bouffe, il va y avoir donc des trucs comme moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que POSTI, l'idée, c'est de dire aux jeunes générations, parce que moi finalement, j'ai aussi un parcours qui est ce qu'il est. J'ai envie de continuer. Moi, ça me passionne tellement que je crois qu'on va me retrouver. Si j'ai la santé, je serai à 80 balais en train de penser à mes kits. Donc c'est fabuleux. Je suis ravi. Mais je voudrais aussi faire école. Et dire attendez, regardez, si moi j'y arrive sur fonds propres, parce que un autre truc, du coup, je ne cherche pas à lever de l'argent comme j'ai pu le faire précédemment, parce que si je me retrouve en conseil d'administration et que j'amène ma POSTI Light, les mecs vont me dire mais attends, fais une plasturgie ou bien licencie à Ikea en millions d'exemplaires, puisque qu'est-ce qu'attend un investisseur? C'est la scalabilité. C'est-à-dire qu'il va me dire c'est très bien ton truc, mais mec, comment tu fais maintenant pour avoir en licence 1 million d'unités par an? Et du coup, ça va se finir à Shenzhen, dans une usine de plasturgie plastique. J'ai pas envie. Non, donc, voilà. On comprend, nous non plus d'ailleurs. Alors, dernier truc dans le manifeste POSTI, et après je passerai au premier kit, c'est issu de la pratique. Donc moi, je suis maker depuis que j'ai 5 ans. En fait, c'est marrant parce qu'intuitivement, je supportais pas le plastique dès le début. Et par exemple, je préférais les radios en bois de mon grand-père. Je trouvais que même les premières télés me plaisaient plus parce qu'elles étaient dans des meubles que quand j'ai vu arriver les tubes cathodiques dans du plastique, même un Sony Trinitron, ça me faisait suer. Ah non. C'était bien. Même un Sony. Non mais l'image était pas mal pour l'époque. Mais si tu veux, le fait que je sentais bien intuitivement qu'il y a un truc qui allait pas. Et donc, quand j'ai commencé, par exemple, je pense que je suis un des premiers makers quand MAM est sorti sous DOS. Donc c'était en 95. Donc on part d'un truc qui a 25 ans. Et en 95, je commence à taper MAM, je fais une disquette de boot 3 pouces et demi. J'ai joué avec. Et je m'aperçois qu'on peut faire tourner Space Invaders, Pac-Man et des jeux qui n'étaient pas si vieux que ça à l'époque. Ils étaient moins vieux que MAM maintenant. D'ailleurs, c'est pour vous dire qu'un manifeste, c'est puissant. Linus Torvald, quand sous Minix, il dit c'est pas normal que sur des cartes mères de PC, on n'ait pas Unix.
Vous vous rendez compte la puissance du truc? Il disait, attendez, moi j'ai des stations Sun, et c'est pas normal que je peux pas m'en payer une station Sun à l'époque ça coûtait 20 000 €, tu vois. Et le mec disait, moi c'est pas normal que sur un 486... 120 000 francs. C'est pas normal que j'ai pas un système Unix. Et il a dit ça, il y avait genre 20 autres ingénieurs sur le forum, et ils se sont dit, ouais, t'as raison, je t'écris le file system. Ah ouais, t'as raison, moi je suis en train de prendre FreeBSD, et puis on va se faire une release, tu vois. Autre manifeste, Nicolas Salmoria, quand il fait MAM, il dit, bah, attendez, l'arcade c'est en train de nous quitter. Les mecs dans les cafés, à cause des consoles de jeux à la maison, on va plus pouvoir jouer à Pac-Man. Et il dit, bah, c'est pas normal, ça fait partie de la culture populaire. Et donc il dit, l'émulation c'est notre seule voie. Parce que ça sera, comme les bornes vont disparaître, il faut garder quoi? Le contenu. Et les mecs se sont dit, bah, on va dumper les ROM. Et puis des ingénieurs japonais chez Taito se sont mis à lui donner les schémas, par exemple du son dans Space Invaders, parce que le mec il pouvait pas émuler s'il avait pas le schéma de base. Et donc des vieux à la retraite, des mecs de 92 ans, se sont mis à lui balancer par email comment marchaient les fréquences audio dans Space Invaders, qui n'étaient pas standards, c'était pas du MIDI. Et donc le mec s'est mis à comprendre dans la ROM Space Invaders comment ça marchait pour l'émuler. C'est pas fabuleux. Et donc c'est pour ça que je vous dis que Posty c'est un manifeste, parce que c'est beaucoup plus puissant que de créer une SARL et puis de dire bah, je vais vous faire un petit garage, tout ça. Et donc le dernier truc du manifeste, c'est que après avoir fait plein de projets perso, j'ai eu un problème, et je vais plaisanter presque, mais ça me parle. C'est le Woman Acceptance Factor. Mais le WAF. Le WAF. C'est parce que voilà, imagine, ça fait 3 mois que tu travailles à la cave sur une superbe enceinte, je sais pas, un caisson de basse, ou bien la fameuse borne d'arcade. Tu as tout de suite dit ce que tu entendais par CNC Non, mais ça, elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. Mais le problème, c'est que, donc, au bout d'un moment, ça tombe en marche quand t'es bon. Parce que quand t'es mauvais, le truc qui m'énerve aussi, par exemple, c'est combien de gens, en voyant Recalbox, combien de gens ont dans leur tiroir un Raspberry Pi ils ont acheté sur Amazon la méga commande à 150 balles, le transfo 4 ampères, parce que c'est du 5 volts 4 ampères, donc rien que le transfo il vaut 30 balles, le Raspberry Pi avec son boîtier, et puis les joysticks. Et puis après, le mec, il s'est planté, parce que quand tu fais Recalbox, alors pourtant il y a des mecs qui sont bons, ils ont simplifié, mais il faut quand même formater la carte micro SD, et tes limites au début, tu es sur ton ordi, tu dis, je vais peut-être pas formater ces 2 points, tu vois. Alors tu sais plus trop si la carte SD où elle est, et puis si t'as pas de bol, t'as formaté ton disque, tu vois. Donc il y a plein de gens qui finalement ne vont pas jusqu'au bout du truc, et se retrouvent avec dans les tiroirs du matos de maker qui sert à rien. Et puis, il y a ce fameux Woman Acceptance Factor où tu es là avec ta scie sauteuse, ton enceinte, elle est pas belle, elle est rayée de partout, tu as acheté une plaque en plexi, tu as essayé de faire un cercle dedans, tu t'es planté, ça a ripé, tu as des grosses traces sur ton plexi qui t'a coûté 70 balles à Castorama, et là, tu es tremblant, tu montres ça à ta femme et elle te montre du doigt soit la cave, soit le grenier. Et elle te dit, Valentin, plus jamais ça va dans le séjour. Donc moi, je l'ai eu 1 milliard de fois, évidemment on va pas se cacher, avec des projets. Alors j'ai quand même eu, par exemple, moi en 95, un projet qui s'est retrouvé partout, y compris chez Eric Chahi, que j'adore. C'était une mini borne d'arcade. J'ai été un peu le premier à faire une borne desktop, parce que j'avais bien compris qu'on ne pouvait pas vendre à sa femme le concept de la borne monolithique qui fait 2 mètres de haut. Alors, je sais que David adore ça, mais quand tu as un séjour de 20 mètres carrés et que tu amènes tout tremblant ta borne... C'est une barre top. Et donc la barre top, moi le premier truc que j'ai fait, c'était la poignée pour qu'elle se barre au grenier quand tu l'utilises pas, mais quand tu veux refaire un petit coup de Street Fighter, tu la redescends. Et alors, bizarrement, entre 95, et je vous jure, et 2010... Cette borne, elle a été aux éditions Brajlon. Ah oui, elle a tourné. Ouais. Elle a tourné. Elle a été chez. Moi, j'y ai joué avec 2 jours. Ouais, mais t'avais la grande chez toi dans la cave. Et donc là, j'ai commencé à. Et alors pourquoi aussi elle a plu, c'est que j'avais mis des jolies lattes avec un beau vernis. J'avais justement quelque chose qui ressemblait quand même à un produit à peu près fini. Et le problème, je m'aperçois autour de moi que finalement, on est rare. Les gens qui aboutissent à quelque chose qui fait que ta femme te dit, ou ta femme, mais même y compris moi, en fait, si au bout d'un moment, passer l'exaltation d'avoir réussi à franchir un cap technique, si ton produit il n'a pas un niveau de qualité, genre Habitat, Ikea, un minimum, parce que on a quand même habitué le consommateur européen à un niveau de qualité hallucinant. Tu prends n'importe quoi aujourd'hui, un smartphone, un casque, même un casque, ça c'est un casque à 20 balles, mais n'empêche qu'il a un certain niveau, ils sont arrivés à un certain niveau. Et donc, dans le manifeste Postikit, il y a aussi l'idée, en dehors du problème environnemental, du problème de relocalisation, il y a aussi l'idée que un samedi après-midi,
le maker, il va pouvoir passer, on va dire, moins d'une après-midi, et le soir, quand il allume le truc, quand il branche, sa femme dit « c'est bon, ça passe ». On va garder le truc. Parce que si sa femme dit « on le garde pas », ça va se retrouver à la rue au bout d'un moment. Oui, mais tu oublies une donnée importante, c'est que le geek, en général, n'a pas de femme. Non mais alors on va arrêter avec le WAF. Les stéréotypes. En fait, on a fait la totale. Ouais. Je pense que c'est un gros stéréotype. Le point Godwin non mais en fait, de la geek. On va remplacer WAF qui est un affreux stéréotype, pas de problème, par moi-même. En fait, le truc c'est que si ma borne ou le truc que j'ai fait n'a pas un minimum de qualité visuelle et on ressent pas un attrait pour le truc, eh bien, ça reste pas longtemps, même y compris pour moi. Non, mais c'est pour ça qu'il y a eu un énorme marché de développement, de possibilités d'acheter des bar top en kit. Oui, absolument. On en trouve. Absolument. Et si tu veux pas un truc aussi gros qu'un bar top, tu peux acheter juste un boîtier sympathique pour ton Raspberry Pi qui va te permettre de le transformer en mini NES ou en mini autre chose, dans lequel tu feras tourner plein d'émulateurs. Il y a quand même un marché qui s'est développé là-dessus pour que les trucs aient moins l'air de montage électronique, de bricolage électronique. Ouais. Complètement. Et dernier point aussi des post-it, parce que je voulais parler globalement du projet, c'est bien sûr des objets qui sont... Donc une fois que tu as passé juste ton samedi après-midi, tu as fait la première marche, tu es assez content de l'objet, mais bien sûr, modifie-le, mais avec une comment dire, c'est presque un manifeste. En fait, pourquoi, notamment sur la campagne Kickstarter de la Postilight, on me reproche un petit peu les vis chromées. Mais parce qu'en fait, ces vis chromées, c'est un appel au démontage. C'est-à-dire, c'est de dire, mais en 2 minutes, mec, tu vas enlever la plaque qui est devant toi, et tu vas te retrouver avec ça, remplace ton Arduino par un Raspberry Pi, mais connecte-toi à Twitter, connecte-toi, fais un compteur de like Facebook. Mets de la peinture blanche sur tes vis chromées, tu voilà. Et puis non, surtout, tu vas utiliser c'est ce que j'ai répondu à tout le monde, prends des vis nylon blanches et ça sera de la couleur du plexi, tu vas plus les voir. Mais justement, c'est un appel à améliorer le truc en fonction de tes goûts. Là, je suis en train de travailler sur une paroi miroir. J'ai vu ça. T'as des soucis pour l'instant avec les plis. Oui, mais ça va. Mais ça va. Oui, j'ai trouvé. Tu vas voir la semaine prochaine. D'ailleurs, on va le filmer. On va filmer le truc avec effet miroir. Et en fait, c'est un appel monumental à améliore-moi, approprie-toi le truc, parce que finalement. Qu'est-ce qui est le plus valorisant, c'est aussi quand tu as pu détourner un truc. Moi, ce qui m'a fait en tant qu'ingénieur, c'est l'envie de détourner les choses. En fait, moi, j'avais envie qu'à l'époque, les premières caméras étaient filaires. Un de mes premiers projets à l'école, c'était de transformer une caméra filaire en caméra RF. Et je l'ai fait. Et donc, j'ai fait la première GoPro en 92. Voilà, avant de partir de ma promo de l'ISEP 92. Eh ben, c'était pas si simple. Il a fallu comprendre les radiofréquences, comprendre l'électromagnétisme, les antennes, accorder des antennes, faire un petit émetteur, un petit récepteur à la con. J'ai foutu ça dans des avions. On est bien plus heureux avec des objets qu'on a trafiqués qu'avec un Google Home tout fait qu'on est censé garder. Tu leur en veux à Google Home. Tu sais que Alexa sur Amazon, c'est la même. Hein. Ouais. Non, mais surtout, c'est franchement un business plan. Derrière, on a compris que c'est aussi nous écouter pour mieux nous cibler au niveau marketing. Bon, c'est... D'ailleurs, maintenant. Moi, je pense que j'ai brossé donc les post-it et tu vas parler de la Postilight. Juste je rebondis par rapport à ce que tu dis. Je pense que en fait, il y a je ne suis pas en train de dire que les boîtes qui font n'importe quoi, il faut les soutenir. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a quand même 2 modèles différents et complémentaires. Mais complètement. Tu vois, on parlait tout à l'heure et je trouve que l'image, elle est bonne. C'est l'image de l'artisanat. À un moment, on a un objet... utile chez soi, je sais pas, on veut acheter une poubelle pour mettre dans sa salle de bain, voilà. On va pas forcément se dire tiens, je vais investir, je vais la faire moi-même, mais alors que si on veut même un frigo ou un lave-vaisselle, ou certaines choses, on se dit il vaut mieux même que j'évite de me lancer là-dedans. Puisque vous m'avez chauffé sur les produits blancs comme les frigos, les lave-vaisselle, moi j'ai une envie, mais vraiment, et je vais vous expliquer, l'obsolescence programmée, ça existe, ça m'énerve. La dernière fois c'était à Toulouse, ça a mal tourné, Posti. Bon, bref, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on se met pour un oui ou pour un non à jeter tous ces produits. Un exemple typiquement de hack, alors ça viendra peut-être pas de Posti, mais en tout cas ça c'est un appel que je lance à chaque fois que je peux. C'est typiquement, il faudrait faire une carte mère, une carte de contrôle de l'électroménager en tout genre, c'est-à-dire qui ferait par exemple sèche-linge, lave-linge, lave-vaisselle déjà, et qui serait générique, qui serait par exemple interfacé au smartphone. Et l'idée c'est que tu pourrais, dans un lave-linge n'importe lequel,
tu vas faire dans ta vaisselle. Non, c'est pas ça. Tu vas dans une casse, tu récupères un moteur Bosch, un moteur vedette, une pompe à eau, machin, truc muche, tu branches tout ça, et sur ton smartphone, tu dis j'ai mis tel moteur, telle pompe, tel machin, et tout remarche. Et donc ça, par exemple, typiquement, c'est un appel de salubrité, c'est que, est-ce que tu te rends compte, les matières premières, le CO2 généré, parce que tu as l'impression que c'est... Jean Covici en parle très bien. Il dit le problème, il n'y a pas de lien entre la pollution et le prix. En fait, on a inventé le lave-vaisselle à 250 balles. Donc tu mets 250, tu vas à l'Intermarché et tu ressors dans ta voiture avec un lave-vaisselle. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que pour 250 €, tu as détruit la planète. Et il n'y a aucun lien de rapport de prix. Et c'est absolument abominable. Et donc, le truc, c'est ces trucs-là, comme autrefois, je me souviens, moi, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils avaient les premières machines à laver vedettes. Ils les léguaient. Les mecs, ils les gardaient 50 ans, et même à la 51e année, le petit enfant repartait avec la vedette qui marchait. Le truc marchait toujours. Comment est-ce qu'on est passé d'un truc qui dure toute une vie à un machin qui dure 4 ans? Alors, j'ai l'exemple chez Apple de mon MacBook Pro, pardon. Les versions des années 2010, alors je ne parle pas des versions des années des Titanium des années 2000 qui étaient indestructibles, et mon Mac Pro, pas Book, mais mon Mac Pro, ma tour qui est toujours chez moi, qui fonctionne toujours et qui date de 2008, qui tourne encore pas mal, avec le MacBook Pro génération 2017 qui tombe en ruine au bout de 3 ans. Qui est déformé, dont le métal est déformé parce que les batteries ont chauffé et se sont déformées, dont le clavier a été changé 2 fois par Apple parce qu'ils se mettaient à déconner, parce que la solution technique qu'ils avaient choisie était mauvaise, etc., avec des plantages logiciels. Bref, je crois que même les entreprises qui essayent de sortir du matériel haut de gamme tombent dans l'obsolescence rapide du fait d'un changement de gamme qu'il aurait imposé annuellement. C'est-à-dire que je crois que dans le problème aussi de l'industrie, c'est la fuite en avant sur le fait de devoir sortir des nouveaux modèles de plus en plus performants avec de plus en plus de gadgets, on va dire. Et qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, tu vois, Apple nous a sorti en 2017 donc des MacBook Pro ultra fins en alu, et donc à limiter, à supprimer les ports USB traditionnels, qui me manquent terriblement, parce que l'USB-C, c'est bien gentil, mais en fait, ça marche avec rien. Ils ont donc de fait supprimé l'entrée d'une carte SD, qui était en standard sur les générations d'avant. Dès que tu fais de la vidéo, t'en as besoin. T'en as tout de suite besoin. Donc, et encore une fois, il faut un espèce de pédoncule à ton appareil pour pouvoir brancher tout ça. Et sans parler de la possibilité de changer la taille de la RAM, qui est maintenant soudée sur la carte mère. Donc moi, je suis bloqué à 16 Go. Aujourd'hui, il m'en faudrait 32. Donc clairement, mon ordi est plus upgradable. Je parle évidemment pas de la capacité du disque dur. Et ça c'est horrible parce que... Il a quel âge ? Il a 3 ans. 3 ans, ouais. C'est horrible parce que tu te dis, ok, et il a coûté 4 000 € pas loin, donc c'était vraiment du haut de gamme. Tu te dis, ok, moi je suis prêt à acheter du haut de gamme, je suis prêt à investir dans des boîtes qui sortent du matériel de qualité, comme Apple, mais comme d'autres, Asus, Sony, etc. Mais... ce que je ne comprends pas dans cette logique, c'est qu'à force de vouloir intégrer, diminuer, compacter, et la course à la performance mois après mois, Apple a quand même reconnu, par exemple, sur leur modèle leur premier modèle de la nouvelle version du MacBook Pro, qui bridait la puissance du processeur parce qu'ils n'arrivaient pas à le refroidir. Ils n'arrivaient pas à le ventiler. Et en fait, un des nouveaux arguments de vente de la version de 16 pouces qui viennent de sortir, c'est de dire aujourd'hui on a résolu les problèmes de ventilation du processeur, et donc on bride plus le processeur. Alors en fait, quand tu lis ça, tu te dis ah bah donc la machine que j'ai achetée, la bacane super puissante que j'ai achetée, en fait elle est bridée, c'est de la merde. Donc aujourd'hui je peux l'acheter sereinement, le nouveau, parce que il est pas bridé, c'est plus de la merde. Donc à un moment tu te dis quand même, on se fout de ma gueule, quoi. On se moque ouvertement du client. Donc j'ai vraiment, tu vois, j'ai rien contre ces grosses boîtes, j'ai vraiment un souci sur en fait la course à l'échalote que tout le monde se fait, sur la qualité, sur la nouveauté, sur le fait qu'il faut sortir quelque chose de nouveau absolument, sans même que le truc soit réellement fini, quoi, soit vraiment pensé. D'où l'intérêt. Alors je dis pas que c'est, par exemple, la Post-it Lite, par exemple, elle est pas finie, puisque tu es en train de la développer.
Mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir la mettre à jour, on va pouvoir l'upgrader, on va pouvoir la modifier. Chose qu'on ne peut plus faire avec un téléphone portable, avec un ordinateur. Ouais. Nous, on les a construits. C'est toi-même qui m'as appris à construire les premiers PC que j'ai eus dans les années 90. C'est toi, Posty, qui m'a dit non mais arrête d'acheter des bécanes intégrées, fais-la toi-même, tu verras, c'est facile. Alors j'ai donné un grand coup de tournevis dans ma première carte mère. Mais je te l'avais ressoudée. Tu me l'as ressoudée. Tu m'as ressoudé les pistes, mais elle avait des bugs quand même. Mais ça va, les fréquences n'étaient pas aussi hautes que maintenant. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, les gens qui croient, enfin qui ont l'illusion de monter leur PC, en fait, ils montent rien. Ils achètent 3 pièces détachées. Il n'y a aucun paramétrage, il n'y a aucun réglage. Ou alors, il faut être un expert très avancé pour pouvoir booster sa machine, tu vois. Mais voilà, on a perdu toute la possibilité d'avoir un impact réel sur l'usage qu'on fait de la technologie. Mais comme tu dis, je ne sais pas, tu sais si c'est la volonté, enfin, je ne sais pas, l'œuf et la poule, tu vois, parce qu'en même temps, il y a un marché, il y a une attente, et il y a des gens, effectivement, qui ont quand même, enfin, des gens. Non, il y a tout un écosystème, il y a des développeurs. Je ne sais pas si on prend, par exemple, la performance, tu vois, tu as une espèce, là aussi, de course, parce que tu as des jeux de plus en plus gourmands, par exemple. Les amis de chez Intel connaissent bien le problème. Et donc, il faut la puissance. Oui, mais il y a toujours ce truc qui stimule les uns et les autres. Alors, est-ce que c'est... pour des mauvaises raisons ou des bonnes, de temps en temps on a des jeux où on se dit c'est pas vrai, c'est développé avec les pieds ce truc là, ça aurait pu tourner sur un Amiga et pourtant ça rame sur mon Xeon machin, ça c'est un problème de développement, mais tu as également aujourd'hui des applications, enfin moi effectivement si on parle d'Intel, enfin quand on voit aujourd'hui ce qu'ils sont capables de délivrer en performance, et nous on travaille tu sais beaucoup sur l'entreprise plus que sur le consommateur final, donc on a dans l'entreprise, dans le B2B, on a un petit peu une idée je dirais, du futur en termes de performance pour le B2C. Et c'est juste magique. Enfin, moi, c'est l'une des raisons, tu parlais de ce qui t'anime. Moi, une des raisons qui me motive et qui continue de me motiver. La micro-informatique, c'est génial. C'est que voilà, on travaille aussi pour des boîtes qui apportent par leur capacité, leur puissance, des solutions absolument fabuleuses dans la recherche et développement. Et une fois de plus, c'est pas pour dire que tout est parfait, loin de là. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a une espèce de complémentarité, qui a aujourd'hui de la place, effectivement, pour des sociétés qui ont besoin, ça va cohabiter, dont on a besoin, parce qu'on parlait tout à l'heure de la distribution. Bon, à un moment, effectivement, tu as, si on prend que le cas de la France, 60 millions de personnes qui ont besoin d'avoir accès à certains objets ou certains aliments. Enfin, des choses. Mais bien sûr. Voilà. Moi, je prétends pas que mon modèle va s'appliquer à tout. Et je pense vraiment qu'il va y avoir une cohabitation, effectivement, entre des entreprises plus grosses, bien sûr, qui auront toujours besoin d'être là et qui, heureusement... y compris des entreprises plus grosses qui peuvent être dans la même philosophie. Comme dit un de mes collègues, il dit, on peut critiquer, mais les Big Pharma n'empêche que quand elles passent en ce moment avec le coronavirus, on est content qu'ils mettent 2000 chercheurs pour nous trouver des trucs sur Alzheimer, sur un nouveau vaccin, un nouveau truc. Et ça peut pas être adressé, par exemple, par le projet dont je me réclame. Non, c'est un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on se porterait mieux si on pouvait cohabiter et si on partageait donc des tas de choses. Parce que c'est bien aussi d'avoir des projets humains, des projets qui relocalisent. Et puis, mais bien sûr il faudra qu'on mutualise toujours des tas de techno. Par exemple, les processeurs Intel, c'est planétaire parce que tout le monde en a besoin. Et on a envie d'avoir une société dont le but est de nous faire gagner toujours plus de performance. Moi, je suis un enfant des casques de réalité virtuelle. Et heureusement qu'une grosse boîte comme Oculus a pu mettre 2 milliards dans le dernier Quest, il est exceptionnel. Il n'y a même plus besoin d'installer quoi que ce soit. On le met, ça marche direct parce que c'est du SLAM, c'est des algorithmes de tracking. Il n'y avait que Zuckerberg pour faire un truc pareil, racheter la start-up et puis mettre des milliers d'ingénieurs là-dessus, faire un store qui va bien. Et puis aussi,
c'est hallucinant le Quest. C'est que, en fait, par exemple, t'as même plus besoin d'avoir un gros PC. Les applis sont à l'intérieur du casque. T'as moins de polygones, mais en plus ils sont malins. Ils ont fait un fil qui permet, si vraiment tu veux jouer au dernier Half-Life, machin, tu vas y arriver parce que tu vas brancher ta Nvidia de ton PC avec ton Intel. Tu vas mettre un fil qui te balance les mèches et là tu auras un jeu AAA. C'est vraiment génial et ça c'est inaccessible pour moi par une petite entreprise avec deux jeunes dans une ferme. Et de même la mentalité maker, je dirais déjà la mentalité de faire de ses mains, et tu as des gens que ça va éclater, tu as ceux qui vont savoir le faire même si ça les éclate pas, et puis tu as ceux qui ne veulent pas. Moi je prends l'exemple de la cuisine, j'adore faire la cuisine. Bon, il y a plein de gens qui sont très heureux que j'aime faire la cuisine, mais tu as des personnes qui, sans vouloir, c'est pas une question d'avoir la flemme ou quoi que ce soit, c'est qu'à un moment, les gens vont mettre les priorités sur ce qui les intéresse et ce qui leur semble vraiment priorité indispensable. Tout le monde n'est pas dans une démarche scientifique ou dans une démarche... Maintenant, si on fait cette analogie avec l'alimentaire, dans ce qu'on peut obtenir de l'industriel, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas obtenir une qualité, je dirais, qui serait une qualité effectivement minimum que l'on peut attendre, et sans risquer sa peau en prenant, en mangeant des chips. Mais voilà, qu'il y a une espèce d'intelligence et qu'après, celui qui aime faire la cuisine puisse lui aussi avoir des bons produits, les choisir. D'ailleurs, je remarque que tu nous as rien amené à manger aujourd'hui. On a un peu faim. Hein. Non, parce que je me suis dit, vu l'heure là. Et alors vu l'heure. Oui, parce que c'est vrai qu'on enregistre à une heure un peu habituelle. Comme on a une émission qui a une durée limitée, je vous propose d'enchaîner pas de durée limitée, mais on va quand même finir par parler de ton projet. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on en parle pas. Non, mais ça valait le coup. Express de la TG. En fait, je suis content parce que si tu veux, David, tu m'as super bien aidé sur la campagne Kickstarter, sur la chaîne YouTube, et on continue ensemble, c'est génial. Mais effectivement, on a apporté aux gens un truc super mâché, parce que moi, ça fait quasiment 2 ans que je suis sur ce projet, et je suis hyper content d'avoir pu, pendant un certain temps, parler quand même de la philosophie sous-jacente avant de dire j'amène une lampe pixel art. Mais alors c'est pas une lampe. Alors déjà tu commences mal Posty, parce que tu parles très très mal de ce produit que je connais maintenant par cœur puisque je l'ai filmé sous tout. On l'a appelé la Postilight. On l'a appelé la Postilight et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceci n'est pas une lampe. C'est quand même parce que non, c'est pas une lampe. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que une lampe. C'est pas que une lampe, ce n'est pas qu'un objet. Voilà. C'est un terrain de jeu complètement ouvert. Et ce qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai rejoint ton projet avec grand plaisir, Posty, et que je me suis intéressé à tes kits et que je vais essayer de continuer d'en faire la promotion pour les suivants. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a plein d'autres. Voilà, donc en ce moment sur Kickstarter, vous tapez Postilight ou Postykit. De toute façon, en suivant nos réseaux sociaux, vous savez où nous trouver. Mais tapez quand même sous Google Postilight en 2 mots sur Kickstarter, vous allez tomber sur Posty, tu mets juste Posty sur Kickstarter, tu vas tomber voilà, vous allez tomber sur ce projet. Allez voir, ne serait-ce qu'aller voir. On vous demande pas de l'acheter, peut-être un peu après, mais allez voir, vous allez voir ce que c'est, et c'est un appareil très intéressant. Moi je dirais qu'à la base c'est une espèce d'écran. C'est un écran qui fait 16 par 16 pixels. L'intérêt de cet écran, c'est qu'on va non seulement pouvoir afficher des images, afficher des animations, mais aussi, en fait, c'est une porte ouverte sur le développement en tout genre. Parce que d'abord, c'est un projet qui sera open source, donc on va pouvoir, grâce à des connaissances relativement limitées, développer des choses autour de cet écran et afficher dessus un certain nombre de choses. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc, le projet a démarré depuis une quinzaine de jours sur Kickstarter. On a déjà beaucoup de messages de gens qui nous écrivent soit sur le site sur la page Facebook qui nous envoient des messages, soit sur la chaîne YouTube qui commente les vidéos, parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube Postykit sur laquelle vous pouvez voir plein d'explications autour de la lampe. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la manière dont ils vont pouvoir déjà transformer leur lampe et en faire autre chose. Et c'est en ça que je dis, c'est pas une lampe, c'est un écran qui illumine. Alors qu'il y a des particularités, laisse-moi terminer, Posty, parce qu'après je te laisserai parler. Oui, bien sûr. La grande particularité, déjà, c'est que c'est un objet qui est grand. C'est-à-dire, quand vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, mais c'est pas donné, c'est un peu plus de 200 € pour une version complète de la Postilight, 199 pour sa version murale.
Mais à la base, vous avez un écran qui fait 50 cm par 50 cm. Donc c'est un gros objet. Oui. C'est un objet qui ne va pas tenir sur un guéridon. Il va tenir sur une étagère ou sur une... C'est pas un petit réveil matin. C'est pas un petit réveil matin. Absolument. Donc déjà, c'est un objet qui peut avoir un usage qui va d'un usage privé jusqu'à un usage professionnel et afficher des choses dans différents environnements et avec une qualité, on va dire, de prestations graphiques et visuelles importante. L'autre truc très important, c'est que c'est contrairement à beaucoup d'écrans, celui-là, il affiche sur ses deux faces. Oui. Et ça, c'est très important parce que ça change beaucoup de choses par rapport à beaucoup d'écrans. C'est une innovation. C'est vrai que ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre dans un sens ou dans un autre. Vous n'aurez pas le même rendu graphique. Est-ce que c'est... Tu vas expliquer pourquoi, Posty. Je vais t'expliquer. Mais surtout, vous allez pouvoir créer une ambiance lumineuse, qu'on appelle... Ce que Philips a appelé Ambilight. Je crois qu'ils l'ont même copyrighté. Je pense que ça leur appartient. L'Ambilight, c'est déposé. Et ce qui fait qu'en projetant les images que vous allez projeter ou les animations ou ce que vous allez faire avec, parce qu'il y a plein d'applications qui sont en train de se développer autour, vous allez avoir une ambiance lumineuse derrière au-delà des 50 cm. Au-delà de l'écran. Voilà. Je vous recommande franchement d'aller voir le projet Kickstarter. Et maintenant, Valentin, explique. Alors, si je voudrais rajouter un petit truc sur finalement le cahier des charges, parce que, alors, je disais en rigolant, alors c'est marrant parce que Pascal Forget de l'émission canadienne l'a repris. Oui. Il était très fier d'annoncer que Posty avait inventé l'ULD. Alors l'ULD, ça veut dire Ultra Low Definition. Alors ça, c'est une anecdote que j'aime raconter à Pépé Garcia qui lui teste des écrans 4K, 8K. Oui. Alors moi, je suis en 0,2K. Parce qu'en fait, 256 pixels, c'est du 0,2K. Bah, c'est parfait. 16 par 16. Alors pourquoi cette volontaire, ça a été volontaire? C'est qu'à la base, il y a toute une scène de graffeurs. Par exemple, on en discutait avant l'émission, Nicolas, prenons Invader, le tagger. Si tu te promènes aujourd'hui dans... Alors c'est un tagger juste pour ceux qui ne connaissent pas peut-être. Ouais, vas-y, c'est un tagger qui est connu parce que dans plein de villes dans le monde entier, il a fait des mosaïques des fameux Space Invaders qu'il a collé comme ça un petit peu sur les murs. Et il a inventé à la Pokémon Go, il a inventé une app sur smartphone où tu peux filmer par exemple les rues et tout d'un coup tu vas découvrir un nouveau tag en réalité augmentée. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour la petite anecdote, le monsieur avait bien sûr caché à tout le monde son activité parce qu'il veut un peu comme ce qui restait secret et ses amis, y compris sa famille proche, sa femme, persuadés que c'était un carreleur. Et il n'avait jamais expliqué sa vraie passion pour le carrelage. Et alors, donc moi, à force de me promener, alors par exemple, Hippone, on était dans le 11e arrondissement de Paris, rue des Haies, et dans cette rue, c'était un espace de liberté pour les taggers, et notamment, il y avait, je ne sais pas si tu vois un peu le quartier dont je parle, mais souvent, tu as le nom de la rue sur une plaque, et en dessous, souvent, tu vas voir un Space Invaders. Alors le mec, justement, il est quand même très... il fait attention. C'est-à-dire que le type, il a par exemple mis une feuille à lui, il n'a pas directement tagué sur le mur, mais il a fait sa plaque, si tu veux. Et tout d'un coup, tu as une plaque Space Invaders, et moi, je suis désolé, je trouve ça sympa. C'est une vieille mentalité de rétro gaming, c'est mélangé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que tu retrouverais cet esprit-là dans ton séjour? Alors, ça s'est embourgeoisé avec la Postilight, parce que du coup, c'est plus un truc que tu colles au mur, c'est plutôt, comme dit David, un magnifique écran de 50 cm de côté, dans lequel tu vas foutre Pac-Man, Space Invaders, Qbert, que sais-je, Spider-Man, etc., sous forme très très simplifiée. Et aussi, c'est parce qu'il y a toute une scène que j'adore, qui est les mecs qui font des dumps, des cartouches de jeux. Et si on prend les passionnés, il y en a des milliers, ils déposent en fait, par exemple, toutes les animations de Mario, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des vieilles cartouches NES ou Super NES, et les mecs font des dumps, c'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent les binaires de ces fichiers d'animation. Et donc, ils ont, par exemple, dans Scénic, ils vont récupérer le boss de fin de niveau. Et pourquoi 16 par 16 ? Parce que bien souvent, les petits champignons, les petits machins, c'était tous des petits objets en 16 par 16, parce qu'à l'époque de Donkey Kong Country et autres machins, on n'avait pas une RAM infinie. Il y avait aussi un prix de supermarché où les gens ne pouvaient pas dépasser genre 29 balles pour acheter Donkey Kong Country. Donc du coup, il y avait une mémoire limitée et les mecs travaillaient dans des définitions à la con comme ça. Les sprites. Et voilà, les fameux sprites du Commodore Amiga, etc., etc. Et donc,
finalement, le point commun de tout ça, c'est qu'en 16 par 16, on se marre. Et la preuve, c'est que, tu vois, un des trucs que tu vois beaucoup aujourd'hui dans la campagne Kickstarter, c'est les personnages de Pac-Man. Eh ben, ils s'appellent Dinky, ils s'appellent machin. Bah, ils sont tous en 16 par 16, c'est nickel, ça passe donc très bien. Donc quand on se marre, on les récupère. On peut. Alors, on peut les créer aussi. Alors après, donc ça, c'était pour expliquer le côté un petit peu tag qui va se retrouver dans le séjour, mais sous forme beaucoup plus polissée, beaucoup plus embourgeoisée, parce que effectivement, on n'est plus dans le 11e arrondissement. Là, un beau séjour peut être très très bien enrichi, mis en valeur par cette culture finalement. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, si jamais les auditeurs de la TG sont intéressés par un épisode sur cet univers, bon, moi c'était mes travaux quand j'étais vieil étudiant en psycho, j'ai travaillé sur ce dossier-là, donc j'ai les contacts qu'il faut, donc si ça vous intéresse, on pourrait faire une émission là-dessus. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et alors, maintenant, alors ça c'est quelque chose qu'on va, si on continue, et je pense qu'on va continuer parce qu'il y a tellement d'idées de kits autour de Posty, j'aimerais plus montrer la jeunesse du kit, parce que là, sur la Posty Lite, finalement, comme je me suis beaucoup formé depuis 2 ans, donc notamment, alors c'est vrai que j'ai écrit le minimum vital pour que la lampe soit déjà utilisable facilement. Alors, c'est quoi le minimum vital ? C'est le logiciel embarqué dans l'Arduino de la lampe. Eh ben, par exemple, il est Bluetooth, parce que on en a discuté plein de fois. Pour X raisons, j'ai pas envie d'être avec des serveurs internet en mode Wi-Fi, parce que j'ai pas encore la puissance de feu. Puis même, ça me saoule. Parce que, par exemple, reprenons à nouveau Google Home Mini, le jour où Google décide d'arrêter les serveurs, ça rend obsolète le produit. Et ça va arriver un jour où ils vont dire simplement « Ah bah non, mais ça c'est le modèle 2, il faut acheter le modèle 44 parce que nos serveurs ont été mis à jour. » Je me suis dit, qu'est-ce qui, dans le temps, finalement, dure depuis longtemps sur ces objets connectés ? Et finalement, le Bluetooth, regarde, si tu as une enceinte Bluetooth depuis début des années 2000, elle marche encore. Parce que le Bluetooth, finalement, c'est une norme qui fait que c'est du protocole one-to-one. C'est-à-dire qu'en gros, dans ton smartphone, c'est Bluetooth. Dans le produit connecté, c'est Bluetooth. Tu passes pas par un serveur et ça marche tout le temps. Et c'est resté, finalement. Alors, la norme, elle a évolué. Il y a du Bluetooth Low Energy, il y a du Bluetooth 4.0. Mais ceci dit, sur donc le l'ESP32 qui est un module compatible avec l'environnement de développement Arduino, j'ai trouvé le module qui marche avec tout. Alors c'est pas la meilleure bande passante, de toute façon on s'en fout parce qu'on envoie du 16 par 16. Donc quand on voit Pac-Man à la lampe, bon bah t'attends 1 seconde et paf, c'est dans la lampe. Et donc j'ai développé moi, et c'est ça que vous allez avoir en open source, ce que j'appelle le MVP, c'est le Minimum Viable Product. C'est-à-dire qu'on n'est pas 200 pour l'instant à Posty, j'espère qu'on le sera un de ces 4. Pour l'instant, moi, j'ai pu faire le minimum viable pour qu'on soit déjà hyper content. C'est-à-dire... Ouais, bah, ça va plus loin que ça quand même. Hein. Alors justement, tu as des fonctionnalités, faut les décrire. Je vais les décrire, justement. Vas-y. Alors, donc, le truc, c'est qu'il y a un module Arduino embarqué qui utilise pour l'instant le Bluetooth du mode... donc, ça, c'est pour les makers, c'est l'ESP32. Donc, l'ESP32, c'est un module qui vaut moins de $10 et qui a un chipset dedans Wi-Fi, Bluetooth... et surtout de la mémoire flash plein. Alors pourquoi de la mémoire flash c'est important ? C'est que quand on éteint la lampe ou quand il y a une panne électrique chez toi, il ne faut pas que tu remettes à la main toutes les bitmaps et la façon dont tu avais configuré la lampe. Et donc ce que j'ai beaucoup travaillé pendant ces derniers mois sur un système où quand tu éteins et tu rebranches ta lampe, en fait elle va recharger dans sa mémoire flash tout le contexte et elle redémarre exactement tel que tu l'avais paramétré. Parce que l'idée, c'est pas de rentrer chez soi tous les soirs et de renvoyer les paramètres. Donc ça marche très bien, oui. J'ai pu tester. Non, mais il y a beaucoup de choses qui marchent quand même. Donc là, il y a déjà un firmware qui a des commandes Bluetooth qui sont facilement utilisables. Il y a aussi une app, alors l'app, c'est volontaire. Je l'ai fait sur un truc qui s'appelle le MIT App Inventor. C'est la méthode Scratch. Alors ça va parler à plein d'étudiants qui nous écoutent, qui ont peut-être entre 15 et 20 ans. Pourquoi ? Parce que le Scratch à l'école, à partir aujourd'hui, je crois, sans dire de bêtises, de la seconde ou de la troisième, peut-être troisième, j'ai une fille qui est passée par là, et ben ils font du Scratch à l'école, et c'est super sympa, c'est graphique, c'est des blocs que tu imbriques les uns dans les autres, et tu vas commencer à apprendre le fameux if, then, else, tu vas initialiser la connexion Bluetooth, et tout ça c'est visuel, c'est même orienté objet. Pourquoi c'est orienté objet ? C'est sympa, c'est qu'en fait tu vas prendre un objet de type Bluetooth, et après derrière il y a ce qu'on appelle des méthodes associées à
cet objet. Donc tu vas pas faire n'importe quoi. Pour l'objet Bluetooth, tu vas lui donner par exemple le nombre de bits par seconde. Tu vas lui donner le port Bluetooth, etc. etc. Tu vas le fameux put et get, envoyer un buffer, recevoir un buffer. Et donc, tu es guidé par le principe de la méthode objet. Et ce qui est génial, c'est que les mecs du MIT App Inventor, ils se sont fait chier parce qu'ils ont géré vachement de couleurs, de tas de trucs. Et surtout, l'aspect smartphone est totalement transparent. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un client sur le smartphone, App Inventor, qui vient, si tu veux, récupérer ton projet et qui le convertit en un APK. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te faire une app, finalement. Alors, c'est très lié aujourd'hui à Android. Je suis en train de regarder parce que Apple s'y met, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'étiquette anti-maker. Donc, ça y est, tu as depuis peu le App Inventor qui tourne aussi sur l'iPhone. C'est grâce à ça que je vais pouvoir sortir l'appli à la fois sur les iPhones et sur les Android. Et ce qui est intéressant, c'est que tout va être open. Et donc ça veut dire que si la gueule de mon appli te plaît pas, ou si tu veux rajouter des fonctions, vas-y, fais-toi plaisir. Pour l'instant, moi j'ai le minimum viable qui est envoyer des images fixes, envoyer des animations, avoir un color picker, parce que pourquoi, dans ton séjour, si tu rentres le soir et que tu veux une ambiance bleutée dans ton séjour, c'est aussi possible d'utiliser l'ensemble de l'écran et via une roue chromatique, tu vas passer du mauve au bleu, au vert. J'ai évidemment pensé aussi aux professionnels. J'ai un copain chez Cisco, il l'a mis dans sa salle de réunion parce que simplement, comme tu peux mettre des bandeaux défilants, un peu comme dans les pharmacies, tu dis réunion salle 23 avec David et Nico, paf, t'envoies ça à la lampe, c'est parti, ça défile et ça peut défiler toute la journée. T'as un mariage, tu dis le mariage c'est par là-bas, c'est salle 4. Voilà, il y a du texte, il y a de l'image, il y a des formules mathématiques. Alors ça, j'ai utilisé Chabovni parce que Chabovni, il est trop fort. C'est un fou. Chabovni dans la lampe. Alors ouais, Chabovni dans la lampe. Pourquoi ? Parce que c'est un fou des shaders. En fait, c'est le mec, il s'est éclaté. En fait, Chabovni, il aime les fractales, il aime les animations un peu aléatoires, il aime le jeu de la vie, toutes ces bêtises, parce qu'en fait il avait un CPC 464 Amstrad et le premier mec que j'ai vu me faire des fractales dessus, c'était ce mec là. J'étais sur le cul. Alors à l'époque lui il mettait 4 jours pour faire genre 4 secondes de fractal avec un Amstrad, putain, et avec dedans un Z80 ou un 6502, je sais plus. 6502, un 6502 dans l'Amstrad, on verra. Ouais. Mais c'est quand même énorme, quoi. Et donc, il a retrouvé avec l'ESP32 le même genre de contexte qu'il avait et il s'est éclaté. Il m'a fait 20 animations totalement paramétrables. Et donc, c'est ça qui est sympa. Vous verrez dans le code source, vous aurez Chabovni à un moment donné et vous verrez son code, comment il a généré ces espèces de barbules aléatoires. C'est super joli. Pour ceux qui veulent les modifier, évidemment, il y a tous les paramètres. Alors, soit, moi aujourd'hui, ces paramètres, ils sont par défaut dans la lampe, ils ne sont pas envoyés depuis l'app parce que ça aurait complexifié l'app. Mais justement, posons-nous ensemble la question, est-ce que vous voulez que ces paramètres ils soient facilement modifiables depuis une app smartphone ? Et dans ce cas-là, il y aura des makers. Le mot-clé de Postikits, c'est évidemment le mot qui fait marrer tout le monde, GitHub. D'ailleurs, monsieur et madame Tub ont un fils, Guy. Voilà, c'est bon, ça. Bref. Et donc, ça a été racheté par Microsoft, je vous rappelle le truc, mais il y a quand même... On ne peut pas leur enlever ça. C'est BuildTub. C'est BuildTub. Et en fait, on ne peut pas leur enlever ça. En quelques clics, tu as monté un projet open dans lequel les gens peuvent commencer à faire ce qu'on appelle des branches. Alors, je vous explique. Dans un GitHub, il y a ce qu'on appelle le projet cœur, master. Donc, par exemple, moi, j'ai un projet, c'est le tronc d'arbre. Et après, si par exemple tu te dis mais moi je veux que les antiquaires aient une variante de la lampe, je ne sais pour quelle raison, ou bien tiens on a beaucoup brainstormé autour de cette lampe, le bar graph audio par exemple, typiquement, il existe. Tu l'as fait. Eh bien, donc moi je peux pas penser à tout. D'abord parce qu'on n'est pas 2000 on n'est pas Google. Et donc les mecs vont faire ce qu'on appelle des branches dans le GitHub. C'est-à-dire qu'ils vont dire attends, moi je prends le tronc commun. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent développer du jeu autour de la. Alors tiens, typiquement Tetris ou le snafu du Nokia 3210. Hein, quand toi qui es allé à Iron Sky, tu te souviens. Donc le petit snafu à la con. Moi je vous le dis perso, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi ? Parce que moi, je pense que la Postilight, c'est déjà un bel objet de décoration geek, avec le côté tag, etc. Et moi, je n'ai pas une énorme envie de jouer le soir à Snafu, sachant que j'ai Subway Surf sur mon smartphone, qui est en 4K déjà. C'est mon smartphone, celui-là. Donc, si vous voulez...
Mais il n'y a pas de problème. Par exemple, tout le monde me dit je veux un puissance 4 sur ce putain de truc. Mais c'est facile. Mais c'est hyper facile à faire. En fait, et donc, les gens disent je veux un effet Matrix. Mais l'effet Matrix, quand ils vont commencer à regarder le code de Chabovni et qu'ils vont comprendre qu'il y a une fonction de base qui s'appelle 7 pixels, 7 color pixels, tu dis voilà, c'est XY dans la lampe et voilà le niveau RVB de cet endroit-là de la lampe. Eh ben, tu as compris que ton effet Matrix, tu vas te le coder quand tu connais un petit peu. Hein. Alors, il faut être un peu développeur, mais tu vas te le faire en 1 heure. Le bar graph, j'ai mis une demi-journée pour le coder. Et donc, il est super. Ce qui est marrant, c'est qu'il va y avoir donc ce qu'on appelle un Hello World. Donc, c'est la vérité. Le Hello World, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Je vous rappelle que sous Unix, les mecs étaient paumés au début. Et il y a un mec qui a dit attendez, on va faire des Hello World. Et pourquoi ? Parce que tout le monde voulait afficher dans une fenêtre Unix bonjour le monde. Parce que les mecs, ils étaient comme des poules devant un couteau au début. Et donc, le mec a montré qu'en 10 lignes de code, il includait déjà le fait de gérer des strings de caractères, et puis après il avait un main dans sa fonction, et puis si tu avais appuyé sur la touche machin, et ben il balançait Hello World. Et donc à partir du moment où les mecs se sont mis à sortir ça, et ben l'histoire était pliée, et tu avais après un nombre de déferlantes d'idées. Et ben c'est exactement ça la Postilight. Il va y avoir des tas de choses. Tiens, par exemple, à l'heure où je vous parle, j'ai un de mes meilleurs copains avec qui j'ai développé notamment le casque Starbreeze. Il a fait Collada, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la librairie graphique de la PlayStation quand même. Il est en train d'écrire sur l'ESP32, il a branché une petite caméra miniature, et lui ce qu'il veut c'est quand il rentre le soir, il se filme et il veut arriver en pixel art à faire un algo, il y aura sa gueule en pixel art. Alors justement, tiens, et ça il va le mettre sur le GitHub, Rémi. Et ben ça, voilà, c'est ça le truc. Tu me fais une habile transition possible pour parler d'une grosse fonctionnalité quand même très intéressante dans la Postilight, qui est que d'abord c'est un objet qui attire particulièrement les enfants. Bien sûr. Intéresse. Moi j'ai 2 filles 7 et 12 ans et elles en veulent une chacune dans leur chambre et le téléphone qui va avec évidemment pour se connecter. Alors la grande en a un, mais la petite je freine des cas de fer quand même. Bon courage. Et donc ça plaît aux enfants, et alors elles se sont tout de suite mises à me faire des images, des dessins. Bien alors sûr. je leur ai fait une grille en papier de 16 par 16 et elles ont commencé à dessiner. Bon, après, papa a dû scanner la grille, l'intégrer en pixels 16 par 16 et en faire donc un dessin utilisable, une image utilisable pour la lampe. J'ai travaillé sur Photoshop pour la convertir. Bon. Évidemment, tout le monde n'a pas un parent graphiste capable d'utiliser Photoshop. Ouais. Et Valentin, tu as pensé à une option qui est très importante dans la lampe, l'option de conversion automatique. Absolument. Des dessins. Et donc, ça y est, le stretch goal est atteint. Et donc, j'ai lancé le développement. Donc, d'ailleurs, on a pu faire un premier tournage avec. C'était un proto. Hein. C'est un proto. Et donc là, on est en train d'industrialiser ça. Et l'idée. Alors. Je ne pense pas, honnêtement, que ça va être dans l'appli de configuration de la lampe, parce que je trouve que ça complexifie. Ça sera une appli à part. Ça va être une appli à part. Mais c'est ça la beauté du truc aussi. C'est que, en fait, pourquoi vouloir absolument tout unifier ? Parce qu'il y a des parents qui ont effectivement des enfants en bas âge qui aiment le dessin, mais pas tout le monde. Donc, ce sera une appli qui sera sur les stores Google ou bien Apple. C'est le principe du QR code. Exactement, tu vas t'imprimer, il y aura un PDF, tu vas t'imprimer cette petite zone, il y aura un petit cadre noir autour de la zone, et donc le système, donc je vais pas mentir, ça utilise OpenCV dessous. Donc OpenCV, c'est une librairie d'ailleurs que Intel a promu. Tes amis, c'est tes amis d'Intel. Donc tu vois quand ils se mettent à nos amis aussi, parce qu'on les aime bien. Et donc quand ils se mettent à faire un truc, ça marche pour de vrai. Donc là, je vais utiliser la librairie d'Intel OpenCV. Et qui va simplement un des problèmes, c'est que tu peux pas demander aux gens de cadrer pile poil en vue de dessus le dessin de l'enfant. Le truc que fait super bien dans un Hello World OpenCV, c'est que quand tu as filmé un dessin avec une perspective, donc par exemple un carré devient un trapèze, et bien OpenCV, le premier truc du Hello World, c'est en entrée, tu as l'image complètement pourrie, mal filmée, etc. Et en sortie, déjà, tu as l'image bien vue de dessus, parfaite. Et donc, après, derrière, tu n'as plus qu'à récupérer les pixels de la grille, de les transformer en RAW
et donc en fichier non compressé, hein, et d'envoyer ça par le Bluetooth à la lampe. C'est un peu plus complexe que ça parce que tu t'es heurté à des détails. On va pas rentrer dans les détails, mais ça c'est une fonctionnalité formidable de pouvoir donner la possibilité aux enfants de dessiner sur du papier et d'envoyer. C'est magique d'envoyer les trucs dans la lampe. Alors, ça a l'air de rien hein, comme ça, mais ça demande beaucoup de réflexion en dehors de ce que tu viens de nous décrire, Posty. Mais il y a par exemple le fait que les enfants vont dessiner sur du papier blanc, ce qui est normal. Oui. Mais le problème, c'est que dans la lampe, le blanc, ça signifie un pixel allumé. Et en fait, là où le blanc reste dans le dessin, ça signifie souvent qu'il est éteint. Parce qu'ils n'ont pas mis de couleur à cet endroit-là. On va convertir le blanc en noir. On va convertir le blanc en noir avec un peu d'analyse d'image pour que ce qui ne reste, ce soit que les couleurs et les pixels colorés. Et le noir va être un gris parce que sinon le noir ne s'affichera pas. Enfin, voilà, il y a plein d'analyses à faire et de réflexions à faire sur le dessin en pixel art autour de ce que peuvent créer les enfants. Je rebondis là-dessus. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a finalement, on va dire, 4 âges qui vont utiliser la Posti-Light. Ouais. Là, tu viens de parler de l'âge le plus précoce. C'est des enfants avec des feutres ou de la peinture ou de la gouache. Ou même, j'ai un copain, là, il est en Afrique aujourd'hui, il est au Bénin. Il utilise le jeu de Blocus. En fait, Blocus, je sais pas si ça a été un truc qui a été vendu à des millions d'exemplaires. C'est un jeu Mattel où tu as en gros une espèce de zone de travail avec des cases en plastique et tu vas mettre donc des petits motifs qui vont suivre donc la zone en plastique. Et le but, ça s'appelle Blocus parce que le but, c'est de bloquer ton concurrent si tu veux. C'est un peu comme du Go en simplifié. Et ben, tu peux utiliser Blocus, filmer Blocus. Et ça devient ton animation dans la lampe. J'ai acheté un Blocus. Alors, depuis, j'y ai joué et c'est un super jeu. Et alors, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le premier âge où il faut, d'ailleurs, quand un enfant, et ça a été vu par les neuroscientifiques, ne donnez pas, et tu as raison, il ne faut pas donner des écrans tactiles trop tôt aux enfants. Ça les perturbe. Parce que le premier développement du neuronal, c'est d'abord d'utiliser l'environnement 3D physique. Et c'est pas d'avoir un écran 2D sur lequel tu mets tes doigts, parce que ça perturbe énormément le cerveau. Les premières, c'est ce qu'on avait vu avec Hippone, les premières tâches, c'est des vrais objets tangibles que tu manipules. Tu as le toucher, tu as le volume, et c'est comme ça que tu vas développer l'enfant. Et d'ailleurs, chez Apple, je leur en veux, parce que est-ce que vous savez qu'en interne, le management le savait. Sur l'iPad et l'iPhone, on a retrouvé une tétrachie de mails du management en disant « Attendez les mecs, je vous préviens, les médecins disent qu'avant 10 ans, il ne faut surtout pas leur filer un iPad. C'est pas bon. Ça peut donner notamment de l'autisme. » Et il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui doivent sevrer leurs enfants de 4-5 ans. Donc je dis, il y a un âge où c'est les feutres, c'est la pâte à modeler, c'est des trucs de création, c'est la glaise, c'est tout ça. Et donc c'est ça qui est sympa, c'est que en les faisant colorier sur un quadrillage, c'est top parce qu'ils vont taguer le séjour avec leur dessin. Donc ça c'est l'âge 1. Après on a l'âge numéro 2, heureusement vers 12-13 ans. Pour ceux qui sont un peu geeks, qui s'intéressent, genre, comme je disais, à la méthode Scratch, ils ont le côté appli smartphone, où ils vont pouvoir, par exemple, le mec, il se dit, si tu veux juste un bouton avec un chat, je dis n'importe quoi, tu vas le faire, et ça enverra le chat quand tu appuieras sur le bouton. Donc ça, c'est quand même hyper passionnant, parce que c'est quand même le début de la programmation orientée objet. L'âge d'après, c'est du C. Et ben le C, moi, je l'ai appris en prépa. Par exemple, à l'époque, on avait le Fortran et le C. Et en prépa, parce que c'est vrai que le C, il y a la notion de pointeur qui est compliquée. C'est pas du basique, c'est un petit peu plus. Le C, c'est un truc qui a été inventé, qui est à mi-chemin entre le langage machine et la programmation de haut niveau, genre le Java, des trucs comme ça. Eh bien, faut reconnaître que avant 20 ans, c'est compliqué le C. Alors, on trouve toujours des enfants précoces. Tu peux avoir des enfants de 14-15 ans qui s'y mettent, mais c'est très rare. Donc, le firmware embarqué dans la lampe, c'est plutôt des makers de 20, 30, 40, voire des vieux makers qui, dans les labos, vont s'amuser à se faire des trucs hallucinants. Donc, typiquement, mon pote Rémi, qui est en ce moment en train d'écrire le fait de driver par l'ESP32 une webcam, de faire du shader pour convertir le flux de cette webcam en un flux 16 par 16 avec des algos de traitement du signal hallucinant, lui, il a 50 balais. Et donc, ça, c'est la troisième. Et le quatrième âge. Et le quatrième niveau. Ouais. Et ben, le quatrième niveau. C'est nous, là. On y arrive, le quatrième. Non, mais si, mais le quatrième niveau, c'est exactement comme quand tu es venu installer la Posti-Light chez ta maman. Et là, le quatrième niveau, c'est simplement le niveau design sympa
de la personne qui veut dans son intérieur avoir le look de ce tag de rue finalement, mais bien polissé, sympa. Et donc ça, c'est une catégorie d'utilisateurs qui déjà, ça a l'air de rien, mais déjà vont apprendre à utiliser l'app smartphone, vont apprendre à browser les images qu'ils ont dans leur téléphone, l'envoyer, ou faire un petit gif par eux-mêmes. Ça c'est déjà sympa. Ça va déjà nous sauver d'Alzheimer une bonne partie de la population. Bon, alors on arrive au bout de cette émission parce que c'est tout l'intérêt des ATG Express, c'est d'être condensé. Donc on va conclure. Je vais commencer moi par dire que allez voir donc ce projet sur Kickstarter, tapez Posty ou Posty Lite ou Posty Kits sur Kickstarter. Vous pouvez aussi retrouver la chaîne vidéo YouTube sur laquelle il y a pas mal de vidéos à voir et je vais en rajouter encore. Celle des Canadiens, elle est super. Ouais, celle des Canadiens, elle arrive très vite. Ouais. Ce que je dois dire, alors il y a aussi Heliox. On n'a pas parlé d'Heliox qui est une makeuse, qui fait plein de choses et qui nous a fait un très bel épisode sur la Posty Lite. Magnifique. Donc Heliox Lab, allez voir sa chaîne. De toute façon, si vous allez sur le Kickstarter de Posty Kits, vous aurez les liens vers toutes ces informations. Ouais. On n'a pas parlé de combien ça coûte. Alors moi, je vais le dire rapidement. Aujourd'hui, la Posty Lite, la version murale coûte 199 € et la version posée sur sa base, qui est une base en hêtre. Ça pèse son poids. C'est du bois massif. Elle vaut 239 €. Alors tout ça, c'est beaucoup de sous. Ouais. Je comprends que les gens puissent être rebutés par le prix, mais c'est aussi le prix de l'artisanat. C'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même fait manuellement, que usiner. Alors il y a 6 heures d'usinage machine. Alors tu m'as dit que tu allais. J'essaye d'optimiser le G-code. J'essaye de passer plus vite. Comme j'en ai vendu, on en a vendu parce que sans ton aide, j'aurais jamais pu faire ce volume. À l'heure actuelle, on en est à 117, je crois. Ouais, on a une centaine de Posty Lite vendus. On aimerait en faire plus. On aimerait votre soutien. En fait, voilà. C'est pareil. Tu vois, on fait du podcast depuis des années. Aujourd'hui, Posty, tu te lances dans cette aventure. Si vous voulez encourager Posty, et si vous voulez encourager donc l'équipe de l'ATG, parce que tous on participe à plus ou moins grande échelle à ce projet. Offrez-vous une Posty Lite. D'abord, c'est un objet qui vous décevra pas, parce que moi, j'en utilise chez moi. Et ensuite, vous avez des contreparties moins importantes si vous voulez juste nous soutenir. Vous avez les t-shirts fait Post Carbone à la bombe. Il a des pochoirs et il fait des t-shirts à la bombe. Alors, d'ailleurs, c'est marrant. Les pochoirs, ils sont découpés laser, et donc la qualité est très chouette. C'est un peu c'est un peu le moment de faire du Telex achat, tu vois. Sur le prix, c'est à la fois. Soutenez-nous. Moi, je comprends. Sur le prix, c'est à la fois cher et pas cher. Je vous explique. C'est artisanal, etc. Mais le fait d'utiliser... parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Valentin, tu as utilisé une LED strip. Nous, on est allé voir sur Amazon, Alibaba, machin. La LED strip, elle coûte, par exemple, les 5 mètres de LED strip, c'est 20 €. Mais en fait, ce qu'il faut bien... Je vais vous faire très vite la liste de tout ce qu'on met. Il y a dedans. Notamment, il y a un transfo 5 volts 10 ampères. Et pourquoi ? Parce que ça bouffe du courant, ces LED. Et donc, en finale, c'est 50 watts. Hein. Donc, 10 ampères sous 5 volts, ça fait des transfos qui dépassent les 18 €. Ouais. Donc déjà, on additionne 18, 20 € de LED strip. Rien qu'en bois, il y a 25 € de hêtre massif. Et, oui, parce que pourquoi on a inventé la plasturgie plastique ? C'est pour éviter d'acheter des matières premières comme ça. Et des matières de qualité dans des forêts qui sont bien gérées pour être renouvelables. Les fameuses vis chromées qui ont fait beaucoup parler d'elles sur la campagne, il y en a 20. Je peux vous dire que le prix unitaire d'une vis chromée, c'est pas rien. Les 2 plaques de plexiglas, allez voir à Castorama combien ça coûte une plaque de plexi de ne serait-ce que 50 cm de large par 50 cm, ça vaut plusieurs dizaines d'euros. Et donc, alors évidemment, moi, en B2B, j'ai une espèce de... J'essaie d'optimiser un petit peu mes achats. Le fait d'en avoir vendu 117, c'est vachement bien parce que je vais pouvoir commander 117 LED strip. Tu vas pouvoir peut-être un peu baisser les coûts, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas énormément non plus. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, j'arnaque quand même pas le monde. Il y a aussi du travail parce qu'il y a moi, ce que j'ai voulu aussi sur la Posty Lite, c'est que les makers
ne soudent pas. Il y a beaucoup de mères de famille qui ont peur. D'ailleurs, moi, sur mes doigts, j'ai commencé à souder à 7 ans. Il y a encore des traces de fer à souder. Mais si vous allez voir la chaîne YouTube, vous verrez, il y a le montage de la Posti-Lite en temps réel. Alors, c'est accéléré pour que ça ne dure pas 25 minutes. Et c'est que des connecteurs à brancher. Mais c'est que des trucs qu'on peut faire avec un tournevis et à la main. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de collage, il n'y a rien de du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de coûts de matières premières, d'électronique, il y a aussi un coût de main-d'œuvre parce que je précable les choses et qu'à la fin, vous n'avez plus qu'en gros à mettre un connecteur bleu sur un bleu et un rouge sur un rouge. Voilà. Et donc, une fois que si vous savez ce que c'est qu'une couleur, c'est bon, vous arriverez à assembler la Posti-Lite. Pareil, du côté du petit module Arduino, j'ai dû souder aussi un truc qui d'habitude les makers se soudent. Et je le soude. Je télécharge le firmware dans la lampe parce que je ne veux pas obliger les gens à comprendre ce que c'est que l'environnement de développement. Oui, alors c'est un truc très important à dire, c'est qu'on a beaucoup parlé technique, développement, GitHub, open source et compagnie. Si vous achetez une lampe, évidemment, elle marche toute seule, vous pourrez vous en servir, vous n'aurez pas besoin de programmer quoi que ce soit. Voilà. Vous aurez juste à la monter, mais ça, vous verrez aussi dans la vidéo que c'est très très simple. Je suis extrêmement attaché au fait que des gens qui ne sont pas ingénieurs ou qui n'ont pas envie de faire de science, qui n'ont pas envie de comprendre un outil de développement, aient le droit d'avoir en 1 heure de temps passé chez eux une lampe qui fonctionne. Donc ça, c'est vachement important. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un BTS d'électronique embarquée. Vous n'avez pas besoin de faire une école d'ingénieur. Vous pouvez, si vous savez visser, vous saurez faire marcher la Posti-Lite. C'est super important. Je comprends qu'il y a des gens que ça perturbe, mais j'ai travaillé notamment, par exemple, l'étape clé, c'est de faire cheminer donc la LED strip. La LED strip, c'est une bande de LED sous forme d'une sorte d'un ruban. Voilà, c'est un ruban. Et en fait, au début, et c'est pour ça que j'aurais pu aussi, et on le fera plus tard, impliquer un peu les gens sur YouTube pour leur montrer la genèse du truc. Mais au début, je vais vous dire comment j'avais fait. J'avais des croisillons qui étaient usinés au laser et qui s'emboîtaient les uns dans les autres. C'est ce que font un peu les makers. Le problème des croisillons, c'est que quand vous commencez à avoir 16 par 16 croisillons, ça fait énormément de croisillons. Et surtout, quand vous avez collé votre LED strip à l'intérieur des croisillons, vous ne savez pas comment les emboîter les uns dans les autres. C'est un bordel monstrueux. Et en fait, c'est pour ça que j'ai 6 heures d'usinage aujourd'hui sur une plaque en bois de 2 cm d'épaisseur. C'est parce qu'en fait, la fraise, elle usine le passage de la LED strip et il n'y a plus qu'à l'emboîter dans des zones prévues. Et en gros, on passe de plusieurs heures de montage à, tu l'as vu David, avec la petite Marilou qui n'avait jamais monté une de sa vie, on a fait, je te jure, on a fait le tournage de A à Z en une prise. Et elle a mis 20 minutes. C'est pour ça. Alors ça a un peu fait marrer ABC Podcast. Ils ont... Enfin, c'était... pardon. J'ai laissé ABC des podcasts. ABC des podcasts. Pour leur dernière. Ils ont dit, le truc de Valentin, on va mettre 2 ans, etc. Non, c'était le journal du hardware. Eh bien, en fait, moi, journal du hard. C'est pour ça que je les ai un petit peu, harangués sur Twitter. Je leur ai dit, mais moi, faites-moi venir. Je vous montre avec un chronomètre qu'en moins de 5 minutes, je l'assemble. Alors évidemment, c'est moi, je suis le créateur du truc. Mais si moi, je le fais en 5 minutes, juste avec mes doigts... Non, mais moi, je l'ai démonté, la Posti-Lite. Je ne suis pas un spécialiste. T'as mis 20 minutes. Non, mais je l'ai démonté pour remplacer, tu sais... oui, bien sûr, le module. Non, tu m'avais pas donné de... Non, j'en avais une qui n'avait pas de toile. Ah oui, bah voilà, mais t'as mis 5 minutes. T'as mis 5 minutes. 10 minutes à modifier. Même pas. Enfin, je veux dire, c'est très simple. Enfin, si vous l'avez entre les mains, vous verrez que c'est simple. C'est un truc qui me guide dans les kits, c'est que je me dis, qu'est-ce qui ferait que mon beau-frère, qui n'est ni ingénieur, ni technicien, que j'adore, qui aime bien par contre juste travailler le bois un petit peu, visser des choses, ou bien tu sais, il y a une génération de jeunes aussi, ou de moins jeunes qu'on a éduqués, qui reviennent d'Ikea. Alors on aime ou on n'aime pas Ikea, il y a beaucoup de particules du bois qui est pas terrible, mais n'empêche qu'on est fier d'avoir monté sa Billy, sa armoire Billy. On s'y est mis le samedi après-midi après l'apéro. Et puis le samedi soir, elle est installée. Et ben, Posti-Kit, c'est la même philosophie un peu que ça. Enfin, Ikea après l'apéro, quand même, je conseille pas. Bon, enfin, en tout cas, il y a une première lecture qui est une lecture non technicienne du truc. Oui. Et évidemment, mais parce que c'est moi, je conseille
j'ai envie que des tas d'enfants, des tas d'ados ou même des adultes se mettent un peu plus à coder, et puis surtout, à modifier. On veut que vous nous achetiez cette lampe ou nos trucs pour partir en vacances très loin sur une île déserte, n'est-ce pas Nico, hein? Oui. C'était prévu. Et surtout, non, ce qu'on veut, c'est développer d'autres kits. Posty a plein d'idées, a plein d'envies, et moi, je sais ce qu'il a derrière la tête, et franchement, ça va être fun. Nico, une phrase quelques mots de conclusion par rapport à ce que tu as vu, ce qu'on a dit aujourd'hui. Non, mais on a tout dit. La seule chose, c'est effectivement, c'est un objet qui est très versatile, qui ouvre plein d'horizons et perso, j'essaye de même voir d'un point de vue professionnel, dans le cadre événementiel, s'il n'y a pas des choses à faire. Le team building autour de ça. Typiquement, dans le team building, c'est génial. On peut effectivement se l'approprier, cet objet. Et je pense que c'est comme ça aussi, on parlait de son prix, il y a aussi cet aspect durable d'un objet qui va peut-être prendre d'autres fonctionnalités que celles prévues initialement. Et puis je dis souvent en rigolant, mais ça va prendre de la valeur si je fais faillite. Exactement. Non, mais c'est surtout, tu peux les signer. Si on te demande, tu peux y ajouter ta signature. Tu devrais. Mais oui, mais ça rentre peut-être pas dans l'esprit. Bon, voilà les amis, on va s'arrêter là parce que c'est le principe des ATG Express, c'est que ce soit court, soit plus court. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé aussi. Je suis passionné. On se retrouve bientôt, j'espère, pour de nouveaux ATG tout court ou des ATG Express, on verra en fonction de l'actualité et des gens qu'on peut recruter pour venir parler de ce micro. Allez voir le projet de Posty sur Kickstarter. Sur sa chaîne YouTube Posty Kits et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram et Twitter Posty Kits. Il y a aussi un site internet postykits.com. Il y a un moyen d'aider, c'est aussi de relayer, tout simplement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas acheter, on compte sur vous pour relayer l'information pour ceux que ça pourrait intéresser. On vous remercie évidemment tous par avance. Et surtout baquer le séminaire week-end où vous pourrez aller voir l'usine et moi-même pendant un week-end quand même. C'est un peu le café avec Tim Cook. C'est ça. Version Posty. C'est pas mal, c'est bon. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt les amis. On vous embrasse. Salut.